Je rêvais d'avoir une petite fille, moi. Ah. J'ai 2 garçons. Ah, la déception, la première fois que j'ai vu l'échographie. Mais oui. non, mais je te crois pas. Mais non. Je me suis écroulé. Et au moment où tu t'en vas, où tu sais que c'est la dernière fois que tu le regardes, tu te souviens ce que tu as ressenti? Ah oui, ouais. Tu vas me faire chialer. J'attends avec une impatience le moment où ils subiront ma notoriété. Ce moment où ils subiront le fait d'être mes enfants, ça me ferait du mal. Salut Franck. Salut. Je suis ravie de te recevoir. Merci de venir dans Boum Boum. Trop contente de t'avoir dans ce canapé. Tu sais que je reçois une personnalité qui vient me présenter de ce qui fait battre son cœur dans la vie. Donc toi, ton Boum Boum, il est pour Mes enfants. Tu as choisi de m'en parler. Il y a plusieurs choses qu'il faut maintenant, mais ce qui fait vraiment exister mon cœur, c'est mes enfants. Ouais. Ma famille. Ouais, important. Si ma femme m'entend, elle dirait moi. Ne m'oublie pas. C'est elle qui les a fait, mes enfants. On les fait à deux, ouais. C'est vrai. Justement, on va commencer par parler de la paternité, avant de parler de ton rapport à tes enfants, à toi. Mais c'est quoi pour toi être un bon papa? J'ai pas la définition parce que j'aimerais. Je pense que d'abord, si je l'avais, je serais pas un bon papa parce que ça serait fabriqué. Ça dépend des enfants. Le bon papa, il dépend des enfants, il dépend de ce qui on est soi. D'abord les aimer. Ça paraît tout con, mais c'est tellement basique de les aimer. J'en ai deux. Je dis de les aimer, j'en ai deux. Hein. Le plus dur, c'est de les. Enfin, c'est pas difficile. Le plus évident, c'est de les aimer les deux, pas forcément de la même manière, mais autant. Parce qu'on les aime pas de la même manière, les deux. On les aime autant, mais pas de la même manière. Et il y a toujours le premier, il y a le deuxième. Et un bon papa, c'est, je sais pas, faudrait demander aux enfants ce que c'est un bon papa. Et je pense que la définition du bon papa qu'ils donneraient serait pas celle que moi je donnerais. C'est pas nous, c'est aimant, c'est toujours là, c'est. Oui, je pense que présent, ça pourrait être quelque chose qui revient, je pense, tu vois, dans le mais en fait, le schéma. Le truc, c'est que les enfants, moi par exemple, si on demandait aux miens, je ne sais pas s'ils répondraient, c'est le fait d'être présent, puisque pour eux, c'est une évidence. C'est peut-être un enfant qui a les parents pas présents, qui pourrait dire, moi, ce qui me manque, c'est en fait leurs enfants. Peut-être que les miens, ils diraient, je voudrais qu'ils soient moins là. J'en sais rien. Cela dit, moi, j'ai le petit qui, on nous avait alerté à l'école, qui, quand je tournais beaucoup, je me souviens, il avait fait une rédaction de 4 lignes, où il y avait un moment où il disait quelles étaient vos vacances, et il avait dit, moi je suis parti voir la mer, je suis parti au bord de la mer, j'aurais préféré voir mon père. Ah oui. Ce qui était très joli, il n'a pas fait exprès bien sûr du truc, mais c'était, et puis il y en avait 2-3 comme ça, et la maîtresse avait appelé ma femme pour dire, on dirait que son père, il ne le voit pas beaucoup, et nous on s'en était pas rendu compte. Donc on ne se rend pas compte de ce qui est bon, on ne s'était pas rendu compte que ça lui manquait. Et ce qui est horrible, c'est que moi, quand j'étais beaucoup en tournée, ou beaucoup en tournage, ou plus en tournée, ce qui me désolait le plus, bien sûr, c'est de ne pas être là, mais c'était qu'il s'habitue. Il s'habituait. C'est-à-dire qu'au début, on revient, ah papa, quand est-ce que tu reviens? Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus quand est-ce que tu reviens, on est là, et puis c'est à peine si... voilà, on est là. Et ça, c'était dur à vivre pour toi? C'est plus dur à vivre, oui, parce que je me suis habitué, mais parce qu'on se dit donc je leur manque pas. En fait, ils se sont habitués à ce que je sois pas là. Là, par exemple, j'ai refait un long moment où je suis là. Quand je vais repartir tourner, je voudrais voir s'il y a un manque ou pas. Enfin, j'en fais pas exprès, hein, c'est pas des tests que je fais. Pas, Les enfants sont pas des cobayes de ça, mais c'est vrai que je le remarque. Bon, maintenant ils sont un peu plus grands, ils ont 12 et 15 ans, donc le manque est pas le même. Ouais, ils vivent leurs aventures d'ado. Puis ils le diront pas. Ouais. Mais je sais qu'ils aiment bien quand je suis là. Donc effectivement, la présence pour un bon papa, c'est la présence. Et puis après, on peut pas parler de papa poule. Ouais, j'ai vu en préparant cette émission qu'on t'avait déjà posé ce genre de questions. Ouais. Est-ce que tu es un papa poule, un papa dur? Tu as dit, je suis quand même un papa assez... je suis un peu chiant. Un peu chiant. Enfin, j'ai vu une période où tu disais, je suis un peu quand même en train de râler après la PlayStation, je suis un peu en train de râler après tout ça. Je râle beaucoup. Les devoirs sont faits. Je râle beaucoup. Et j'étais papa cool, mais quand c'est facile, c'est facile. Quand c'est facile d'être cool. Quand l'enfant, il a 3 ans ou 4 ans... Mais quand il commence à en avoir 10, 12, 13, c'est plus dur d'être cool. Ça veut dire qu'il faut réussir à asseoir son autorité, c'est ça? C'est en termes d'autorité où c'est plus compliqué? Ouais. Et je ne suis pas sûr de réussir. Moi, je suis un 3e enfant. Hein. Pour ma femme, je suis un 3e enfant. Je peux bouder.
Non. Moi, je peux bouder, mais t'es arrivé de bouder avec mes enfants. Comment tu peux bouder avec les enfants? On s'est disputé et non, je te dis pas bonne nuit, je boude. C'est complètement ridicule. Mais est-ce que tu le prends bien quand tes enfants te boudent toi? Parce que du coup, ça fait 3 boudeurs et personne s'en sort. Non, je ne le prends pas bien, mais ils le font très peu. Les enfants sont beaucoup moins bêtes que les ados. Moi, bouder, je sais ce que ça provoque de bouder. C'est-à-dire de lui dire non, je ne te dis pas bonne nuit cette nuit, ce soir, ça ne sert à rien, ce qui est ridicule. Hein. Mais oui. Quand je fais ça, un enfant, il ne fera pas ça. Il n'a pas la notion de se dire tiens, je vais lui créer un manque. Pour le coup, je vais lui créer un... C'est malicieux, c'est calculateur et c'est très mauvais. Ou alors, quand je suis très content quand mon petit garçon, c'est souvent le petit qui fait ça, quand on s'est disputé ou quand je l'ai disputé, qui vient et fait « Tu sais, papa », puis il essaie de me reconquérir. Alors, je laisse toujours un petit temps. Oui, enfin bon, je joue le jeu je me laisse pas avoir tout de suite. Et ça, je trouve pas que ce soit très bon. Est-ce que c'est pas antinomique avec l'autorité, justement? Oui. C'est pour ça que j'ai moins d'autorité que je devrais en avoir, c'est que je me comporte comme un enfant. Mais il n'y a pas de punition à la maison? Il n'y a pas des moments où sur l'autorité, ça crie quand même un peu? Parce que la bouderie, finalement, c'est une non-action. Il ne se passe pas grand-chose. Ça crie trop. Moi, je crie. Oui, ça parle. Oui, ça crie. Il y a des punitions, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils ont comme genre de punition qui servent à rien, les enfants à la maison? Les coups de fouet. Les coups de fouet tu les accroches, c'est ça, un mur, ils bougent pas. Je les pends, je les pends un truc de boucher. Mais non, les punitions, c'est comme tous les parents, c'est on prive de téléphone, on prive de PlayStation. Mais c'est jamais des grosses punitions. C'est difficile, il y a des punitions qui sont effectivement difficiles parce que je ne pense pas que ce soit la solution. Tu penses pas il s'habitue aux punitions. C'est-à-dire qu'il se punit de téléphone pendant une semaine, c'est arrivé, il s'habitue. Oui, mais il le vit pas bien quand même. Non. Tu crois pas que ça l'empêche pas de recommencer, de pas faire une bêtise après? Non. J'ai jamais vu de punition qui l'empêchait de refaire la même chose. Tu sors pas de ta chambre ce soir ou tu manges pas ce soir? On l'a fait, hein. Tu manges pas, ça non. C'est horrible, c'est dur. Non, j'avoue, ça je sais pas d'où je sors. J'ai tenté. Surtout ne pas le faire. Mais j'ai tenté. T'as tenté? Non, tu veux pas, tu manges pas. Tu t'es pas prêt, on t'a appelé 15 fois, tu manges pas. Tu peux pas faire ça. Je l'ai fait verbalement, mais non. Bon, allez, mange un peu. Il y a toujours, on se contredit. Non, c'est difficile. Mais j'ai pas vu les punitions, c'est bien, mais je n'ai pas vu de punition qui empêchait l'enfant de refaire la même bêtise. Et en même temps, il y a des formes d'éducation où on te dit qu'il faut carrément pas de punition, il faut écouter ton enfant, lui expliquer qu'il apprendra comme ça. Tu sais, il y a aussi... voilà. Ouais, donc... je suis pas contre, mais il y a pas... Non, c'est difficile, l'éducation, c'est difficile. Mais c'est un vrai défi, en fait. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est l'un des défis les plus importants auxquels tu as été confronté dans l'éducation des enfants, c'est l'autorité. Auquel je suis confronté. Auquel tu es confronté. C'est l'autorité, mais là, en ce moment, c'est ma nouvelle phrase, de dire, je n'ai pas aucune autorité, vous ne m'écoutez pas, et je reboude. Bon, écoute, puisque vous ne m'écoutez pas, très bien, je monte dans ma chambre. Oui. Enfant. Et j'arrive dans la chambre, je dis quand même... Et puis j'attends qu'ils viennent. Mais c'est terrible. J'attends qu'ils viennent frapper à la porte pour pouvoir faire « Ah, te voilà enfin !» Mais ou le lendemain, je vais dire... alors parfois, je décide, le lendemain au petit déjeuner, de continuer à faire la gueule. Sauf qu'eux, ils ont complètement oublié. Et oui. Et donc, je me retrouve face à un gamin qui va me faire un bisou, qui est complètement normal. Et moi, j'ai envie de garder mon côté un peu le boudeur du soir d'avant. Je te fais la gueule. Non. Eux, ils ont oublié, ils sont passés à autre chose. Est-ce que c'est ta femme, du coup, qui a ce rôle d'autorité, là, pour le coup, où ça file à la maison? Parce qu'il y a un cadre, forcément. Il y a un des deux parents qui tient plus ce cadre que l'autre. Non, on est deux. Non, on est deux. Elle essaie, oui. Je la laisse faire quand c'est... Mais elle est moins... Moi, je peux être un peu nerveux, crier. Elle est plus bas. Elle va plus bas, plus doucement. Elle dit que c'est plus... Quand on leur parle doucement, ils comprennent mieux. Je ne sais pas si elle a raison. T'es pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu. Parce que souvent, elle en parle doucement après que moi, j'ai parlé un peu plus fort. Ah, donc elle vient. Mais crier n'est pas la solution non plus. Hein. Oui, si je viens un jour chez toi, je ne vais pas avoir une maison sens dessus, sens dessous. Si tu viens chez moi, tu vas dire qu'est-ce qu'ils sont bien élevés. Et je penserais ils s'élèvent tout seuls. Mais c'est des enfants très bien élevés. Ils sont plus faciles chez les autres, mais c'est pour tous pareil. Chez les autres que chez nous. Hein. Ah bah oui. Oui. Wesh, donc finalement, voilà, vous avez votre cadre à vous. Avec ta femme. Ouais. Il s'élève, comme tu dis, tout seul, mais bon, même si j'y crois pas trop. Mais non, voilà. Il s'élève. Mais il y a un problème, c'est que les enfants amènent toutes les disputes de couple. Ouais. Parce qu'on est toujours, moi je m'en rends compte, j'en parle à des amis,
dans un couple, c'est rare que les parents aient une envie de la même éducation. Ça vient de notre éducation, ça vient de... moi, ma femme, culturellement, elle est libanaise, c'est une autre culture encore. C'est-à-dire, c'est quoi les différences par rapport à ta culture à toi, justement? Où est-ce que tu sens une différence et comment vous êtes accordés sur ce point-là? C'est plus laxiste. Ma femme est plus laxiste que moi. Moi, je suis très carré, très... voilà, on range les chaussures, faut que ce soit... On range le manteau quand on rentre. Enfin, ça paraît con, hein, mais c'est... voilà, le sac, on ne le laisse pas là. On range sa chambre, on fait son lit le matin. Moi, c'est tout ça. Ma femme, c'est plus... ouais, elle laisse plus faire. Elle laisse plus faire. Et donc, toi, ça t'énerve? Ça m'énerve. Tu comprends pas? Et ça donc, c'est là où vous vous heurtez. là, on se frite. Okay. Là, on se frite, oui. Et là, comment tu t'en sors? Tu boudes pas non plus avec ta femme, parce que sinon... Oui, je peux bouder avec ma femme. Moi, je peux bouder avec n'importe qui. En fait, la solution avec Franck, c'est la bouderie. C'est la bouderie. On boude et on s'en sort. Je peux bouder avec n'importe qui. Tu boudes pas dans l'interview, hein, s'il te plaît. Tu ne fais pas ça. Non. Sauf si je suis pas content, je vais bouder. Je boude. Et non, il m'arrive. Mais bouder avec ma femme, avec les enfants, j'appellerais ça bouder. Avec ma femme, c'est faire la gueule. Ah oui, d'accord. Oui, on est dans un autre registre. Je me ferme, je remonte dans la chambre. Mais non, mais c'est sûr que les parents et les parents qui peuvent m'entendre, c'est très difficile de trouver la même façon d'éduquer nos enfants. Je trouve. Alors, tant mieux quand ça va ensemble. Mais il y en a toujours un qui gueule plus que l'autre. Il y en a toujours un qui laisse tomber, qui laisse... Moi, ce que je trouve dur, c'est quand les parents font pas forcément... Et c'est pas un jugement, parce que ça arrive forcément, mais se font pas... Tu vois, sont pas une équipe. C'est-à-dire quand il y en a un qui dit quelque chose et l'autre qui va contredire derrière. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, qui y pensent, tu vois. C'est très dur de ça, faire une c'est équipe. dur. Parce que même l'enfant, au bout d'un moment, il sait plus. Il va voir papa pour quelque chose, il va voir maman pour quelque chose. Et puis, tu vois, il peut être vite un peu perdu. C'est très dur de faire une équipe. Bien sûr, dans un monde idéal, c'est ça, on est une équipe. On fait ceci, on fait... Mais il y a toujours aussi la maman protectrice. Et puis, il y a Moi, j'en parle... Je dis ça parce que j'en parle souvent à des copains qui sont parents. Ils ont le même problème... d'éducation, on fait pas, c'est sur des petites choses, c'est pas, mais c'est pas sur le choix de l'école ou c'est pas sur ces choses-là, mais c'est sur des choses, punir de ça, tenir la punition. Quand il y en a un qui a donné la punition et qui la tient pas, il y a toujours, tu vois, tu tiens pas les punitions, sauf que après, 2 jours après, c'est l'autre qui tiendra pas sa punition ou demande, le fameux, demande à papa, et puis l'autre demande à maman. Et là, l'enfant, il sait plus à qui demander limite. Hein. Et puis on se repose sur l'autre et l'autre finit par dire oui, enfin c'est toujours moi qui... Ça, ceux qui nous écoutent, ils reconnaissent. Hein, demande à papa, demande à maman. Ah, c'est toujours moi qui décide. Et ça, et ça finit par voilà. Oui, mais c'est toi qui as fait ça. Ouais. Après, tu vois, je me demande, dans ton cas, je me suis posé cette question en préparant notre podcast. Je me suis dit, quand on s'absente, est-ce que finalement, il n'y a pas des rôles qui sont peut-être plus prédéfinis quand même? Parce que comme tu n'es pas là, il y a des automatismes qui sont pris à la maison. Et tu vois, quand on parlait d'autorité, effectivement, le fait de partir aussi pendant des longues périodes, on peut être un peu chamboulé, je pense, quand on revient à la maison et qu'on se dit, la vie de famille continue, ils ont pris leurs habitudes, ils ont leur rythme. Mais effectivement, je peux comprendre je suis rentrée, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était un peu le cas avant. Maintenant, je suis plus souvent avec eux. Quand même, ouais. Donc, tu as levé le pied. Quand j'étais sur scène, c'est là où je m'absentais le plus. Effectivement, quand je rentrais, parfois, faut retrouver sa place. Mais ils étaient plus petits. Faut retrouver sa place. Tout à coup, oui, des choses se sont passées pendant la semaine et nous, on n'a pas été là. On n'a pas. C'est le rôle facile. Hein, on arrive. Mais maintenant, je suis un petit peu plus là. Mais c'est vrai que quand je pars, quand je m'absente pour tourner au coin et qu'il y a un long temps d'absence, c'est jamais plus d'une semaine maintenant, je reviens, j'essaie de revenir. Faut que j'ai souvent tendance à rentrer, et je peux très bien rentrer après une semaine et dire les chaussures sont pas rangées, comme si j'étais là la veille, alors que je pourrais me dire, le reste, tu vois, parce que dire les chaussures sont pas rangées, c'est aussi le dire à ma femme c'est lui dire tu leur as pas fait ranger les chaussures alors qu'elle a autre chose à faire pour les éduquer, c'est très dur. Donc aujourd'hui, oui, tu t'absentes moins, mais est-ce que tu en as souffert de cette période-là où tu étais souvent loin de tes enfants? Est-ce que ça a été compliqué pour toi, ces absences répétées? Oui, c'était compliqué. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je fais moins de scènes, que j'en fais plus d'ailleurs là, mais j'en referai peut-être, mais je suis pas... Parce que j'étais loin, c'était dur. Parce que j'étais loin et je n'étais plus légitime. C'est-à-dire légitime dans ma façon de les éduquer, on n'est plus... on n'était pas là. Forcément, on n'était pas là. Donc, c'est difficile de gueuler, quoi. Ou alors, c'est facile aussi d'être le rôle gentil. On n'était pas là. Tu reviens avec plein de cadeaux aussi. C'était ça aussi. Ouais. Moi, je revenais avec des cadeaux. Après, j'ai commencé à revenir avec moins de cadeaux, et par souci d'économie.
Non, non, mais au début, c'était ça, oui. Bah oui, c'est facile. Je revenais le dimanche avec des cadeaux. Ah, papa revient. Donc, papa, c'est le gentil. Et puis, maman, elle a été là toute la semaine à faire les devoirs, à faire le... Mais ça, j'en suis conscient. Hein. Et est-ce que tu penses que c'est plus dur de s'absenter quand les enfants sont encore très petits, où on fait des choix de carrière, on se dit, bon, bah, je serai plus présent quand ils seront ados, tu vois. Est-ce que tu as fait attention à ça, à l'âge de tes enfants et aux périodes d'éducation, peut-être au moment où tu partirais plus ou moins dans ta carrière de comédien, d'humoriste, d'acteur? Non, j'ai pas fait attention, mais c'est sûr que c'est le meilleur moment maintenant d'être là, qu'ils sont ados, même si eux sentent qu'ils ont peut-être moins besoin ou qu'on les fait un peu chier. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je pense que c'est le meilleur moment d'être là maintenant. Je pense, même pour ma femme, parce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Petit, il s'en rendait compte, hein, petit, il s'en rendait compte, mais la preuve, le petit garçon, le petit qui disait l'histoire de la mer, là. Mais maintenant, je pense que quand je pars, je leur manque moins, mais mes présences sont plus fortes. Moi, je me souviens, une fois, je tournais loin aux Antilles, et je suis juste revenu pour un week-end, pour 2 jours, pour être là. Et ce jour-là, mon fils avait décidé d'aller coucher chez des copains, Mais donc je ne non. l'ai même pas vu. Ouais. Mais je me suis dit, je ne peux pas lui dire. Sinon, ça veut dire que déjà, papa n'est pas beaucoup là, mais quand il est là, en plus, il faut rester là. Il faut rester là. Je Donc, je dis, c'est pas grave. Mais j'étais revenu juste 2 jours. Ah ouais, tu avais fait l'effort, ça a dû te Oui, serrer le cœur de te dire, il a autre chose à faire. Quand je tourne, je rentre toujours le week-end. Et parfois, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et c'est très, très fatigant. Mais j'essaye au maximum. 2 semaines serait le plus long sans revenir maintenant. Et ça, c'est parce que tu as des enfants. Vraiment, tu t'étais dit au moment d'aborder la paternité, je serai un papa dans la mesure du possible présent. En fait, c'était un choix que tu as fait dès le début. Oui, j'essaye. Parce que j'ai tellement entendu ou vu des interviews d'enfants de chanteurs, d'enfants d'acteurs, souvent de chanteurs, qui parlaient de leur père qui n'était pas présent quand ils étaient jeunes, ou de copains aussi qui sont enfants de... Et quand je les entends parler, j'aimerais pas que mes enfants disent ça plus tard. Je ne sais pas ce qu'ils diront plus tard, mais je pense pas que là, donc à cet âge qu'ils ont, 12 et 15 ans, où ils se rendent compte de tout, et ben, je pense pas qu'ils diront mon père n'était pas là quand j'étais petit. Ils se rappellent pas de plus jeune. Ça, c'est horrible pour toi. Tu as entendu ça dans des gens d'entourage? Ouais, j'aimerais pas qu'ils disent mon père n'était pas beaucoup là quand j'étais petit. Ce qui peut arriver dans des couples de divorcés par la force des choses. Mais je voudrais pas qu'ils disent ça. Je voudrais, mon père m'a manqué. Voilà. Et puis finalement, quand ils ont 20 ans, je redeviens leur copain, on arrive, on débarque, et tout est facile en fait. Et ça, il y a beaucoup aussi de papas qui redébarquent quand l'enfant a 20 ans, 22 ans. On voit chez les acteurs, chez les chanteurs, enfin, je cite des gens d'artistique qui sont bons. Mais on en voit beaucoup comme ça, et puis tout coup, ils récupèrent l'amour de leurs enfants sans finalement les avoir... beaucoup les chanteurs des années 70, 80, enfin, parce que c'est des gars qui ont mon âge maintenant, les enfants, et je les vois, quoi, ils n'ont jamais eu leur père. Et pourquoi, toi, c'est important, ça? Parce que parce que je les aime, et j'aimerais pas qu'ils puissent plus tard le dire, avoir ce sentiment. Parce que ça serait un échec, de la paternité pour toi, c'est ça? De ne pas avoir rempli ton rôle de papa. Ouais, je n'aurais pas été le papa que je veux. Déjà j'ai évolué. Avant, on me disait « Oh, t'es un bon papa. Oh là là, oh, quel bon papa, ma femme. » Mais parce que j'étais gentil et tout. Là, maintenant, on ne dit plus ça. Je ne suis pas un mauvais papa. Mais la charge est tellement lourde que c'est comme les devoirs qui deviennent de plus en plus difficiles quand on monte en classe. On est un très bon élève en bas, puis après, on suit bien la scolarité. Là, je suis bien ma scolarité, je suis au niveau. C'est beau, on sent la responsabilité d'avoir des enfants. Ça voulait dire que tu voulais être papa depuis longtemps, la paternité depuis tout jeune, c'était... Oui. T'as été papa sur le tard? Tard, je suis un papa. Ouais, je rêvais d'avoir des enfants, et je rêvais d'avoir une petite fille, moi. J'ai 2 garçons. Et dire, Ouais. Et la déception, la première fois que j'ai vu l'échographie. Mais non, mais je te crois pas. Mais non. Je me suis écroulé. Non. J'ai rien dit à ma femme. Ah ouais. Et puis ça a duré 15 jours. Et puis après, je m'y suis fait. Après, j'ai eu mon premier garçon et j'ai tellement aimé ça que le deuxième, je m'en foutais. Attends, tu vas me dire si tu veux le partager avec nous, ce que tu as ressenti quand tu as fait la rencontre de ton fils. Mais vraiment, à l'échographie, quand tu vois que c'est pas une fille, tu t'es dit non. Ma femme était derrière et elle a dit voilà. Alors, vous voulez savoir le sexe? Oui. C'est un petit garçon. Non. Et là, mes espoirs de toute une vie... j'ai eu mon premier fils à... Quel âge j'ai eu mon premier fils? 45 ans, 44 ans, 44 ans. Et 46.
Mais ce qui est bien, c'est que ma déception, enfin, c'est pas une déception, elle s'est faite bien avant qu'il naisse. C'est-à-dire que donc j'ai eu le temps après d'aimer le petit ventre rond, d'aimer le petit garçon qui était dans le ventre et tout ça. Il n'y a pas eu, puis ça n'a pas été non plus. Oui, parce que j'allais dire, pourquoi tu voulais absolument une fille? C'était juste que tu t'étais mentalisé ça, t'imaginais la relation les papas, père-fille, oui, c'est ça? les papas souvent, enfin chez nous, ils veulent plutôt une fille. On idéalise la relation d'un papa avec sa fille, voilà. Ouais, extraordinaire. Oui, oui. Et donc il y a ça. Et puis en fait. Ce que je vis avec mes garçons, c'est super. Quoi. Donc le petit Raphaël, son premier fils s'appelle Raphaël. Quand tu l'as vu justement, quand tu l'as tenu dans tes bras, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était super, c'était formidable. J'ai tous les films. C'était c'était beau. C'était comme tout le monde, tous ceux qui ont un enfant savent que ce moment-là, on lui met le petit bonnet, on l'habille, on le machin, parce que nous on fait ça pendant que la maman est allongée. Oui. Nous les hommes, quand on est là à ce moment-là, oui, on a la pesée, le truc, le petit bonhomme. Ouais, non. T'étais là toi à l'accouchement, t'étais supporting. J'étais aux 2 accouchements, oui, heureusement. Oui. Ça, j'aurais pas aimé ne pas être là. Oui, j'étais là. Oui. Oui, voilà, par exemple, tu peux avoir des acteurs qui peuvent très bien dire je suis en tournage, je suis pas là. Non, nous on s'est organisé pour que je sois là. Oui, on s'est organisé. Oui. Enfin, est-ce qu'on s'est organisé ou est-ce que c'est bien tombé? J'en sais rien, mais je me serais organisé. Oui. Parce que c'était important de. Supporter de pas être là. Non. Ni le premier ni le deuxième. Mais non, j'étais là. C'est les deux. D'ailleurs, c'est marrant parce que toutes les photos, j'arrive jamais à savoir lequel des deux c'est. C'est vrai? Tous se ressemblent. Oui, c'est la même clinique, c'est le même gynécologue, c'est le même. Et l'accouchement en tant que... Parce que j'en parlais avec Camille Lelouch qui est venue dans le podcast et qui avait salué la présence de son mari, parce qu'on parle peu des hommes qui sont là pendant l'accouchement et qui finalement ont un vrai rôle, parce que quelque part tu peux rien faire, en même temps tu peux tout faire à supporter. Comment toi tu l'as vécu, ce rôle accompagnant, papa, avec ta femme aux côtés de ce jour qui allait changer ta vie, quoi. On est démunis, on est con, on se sent con dans notre petite blouse bleue alors qu'on n'a rien à faire et qu'elle est là en train de pousser, de souffrir ou la mienne souffrait pas, non, je pense pas. Mais on est là, on sent un peu nigo, quoi. On sait pas ce qu'on doit faire, on sait pas. Le premier, j'ai pas coupé le cordon, le deuxième, je crois que oui. Mais on sait pas ce qu'on doit faire. Il y a toute cette image, il y a aussi cette attente dans la clinique. On attend, comment ça va se passer. Alors, on rencontre d'autres papas moi, j'avais les photographes dehors. C'est ce que j'allais te dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que t'es forcément, t'as une carrière tellement grande que t'es sous le feu des projecteurs depuis tellement d'années. Comment t'as réussi à protéger, même ne serait-ce que ces moments, de ne pas avoir peur de sortir d'une clinique, d'être photographié? Ah non, nous, on n'a pas pu. Alors, en fait, c'était la clinique de la Muette. Alors, à ce moment-là, on avait battu les records, comme on disait. Mais en fait, quand on est arrivé avec l'enfant, avec ma femme et la valise, le mec il était déjà devant sur le trottoir en train de photographier, il le savait. On a dû appeler à la clinique, mais ils savent, je sais pas comment ça marche. Et ils étaient tous. Alors elle a reçu des fleurs, des paparazzi. Après, la clinique a enlevé, c'était les appareils portables jetables. Donc ça, il les file, machin, hop, et à des infirmières ou quoi, ça marche pas. Et pour faire la photographie à l'intérieur. Et puis quand on est sorti, ils étaient tous en face. Alors comme j'avais une voiture pourrie, j'avais demandé à un copain qui avait une Mercedes de venir me chercher avec la Mercedes. J'ai viens me chercher avec une belle voiture, quand même, ils sont tous dehors. Ouais, en fait, tu avais anticipé le fait que de toute façon, ça t'appartiendrait pas. Non, je savais. Mais ça, c'était pas grave. C'était pas très... non, parce que dans la clinique, on est seul. Non, c'est juste la sortie, et puis après, on rentre à la maison, et puis là, on se retrouve avec la chose. Et il faut se débrouiller après. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'agitation, c'est le jour J, puis après, quand tu rentres à la maison, faut tout apprendre. Ça, c'est dur. Là, on se dit, mais comment on fait? Là, on se retrouve, le papa et la maman, vraiment comme deux enfants. C'est-à-dire, moi, je me revois avec ma femme, on l'a posé sur la table allongée. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, toi. Vas-y. Non, on ne sait pas comment... on a peur de tout, et on nous dit, et tout le monde nous dit, mais tu verras, petit enfant, petit problème, et ça monte, les problèmes montent, et on n'y croit pas à ce moment-là, mais c'est vrai. Oui, tu sais, même la nuit, déjà on ne peut pas dormir, mais au-delà de ça, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. On a peur on est sur un stress quand même. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas encore maman, je n'ai pas encore ce bonheur-là, mais j'essaye, tu vois, d'imaginer ce qui se passe. C'est un stress quand je vois les jeunes parents avec leurs enfants, ça me fait rire parce qu'on a vécu ça. Attention, couvre-le. Oh là, le moindre petit tout. Oh là là, il va mourir. C'est tout le... Et puis quand ils grandissent, on se rend compte à quel point c'était facile. C'était tellement facile. Et
Ouais, mais nous, on avait pris une dame aussi qui venait sur le premier. Ma femme m'avait demandé, on m'avait dit, est-ce qu'on prend, elle avait dit une nurse, mais comme elle est libanaise, donc moi je dis nurse. La nurse, la nounou, quoi. C'était, oui. Et alors, on prend une nurse. Chez moi, on ne prend pas de nurse, on élève nos enfants. Et donc voilà, j'étais un peu fier de moi. Et le premier matin, j'avais un rendez-vous, je me rappelle. J'avais rendez-vous à 8h, à 7h, j'étais encore le doigt dans sa bouche pour pas qu'il pleure. Et j'ai dit, tu vas appeler là, ta nurse, ça te va trouver. Ce qui était difficile parce que ça se prévoit avant. Et on en a appelé une qui nous a aidés. Et quand elle arrivait le soir, et ça, je me suis dit, pour les copains qui n'ont pas les moyens et qui ont des enfants, c'est un super cadeau à faire. Une nuit de nurse, de nounou, je ne sais pas comment on dit. Ouais, ça te repose un peu, quoi. Ah là là, quand le bébé est tout petit, que la nounou arrive et qu'elle nous le prend comme ça, et qu'elle s'en occupe, qu'elle va dans la chambre et que c'est toute la nuit, et éventuellement le couple va faire son premier dîner dehors. Mais ce moment-là est énorme. Le premier dîner dehors en couple, sans l'enfant. Bon, forcément, on n'a pas tu t'en rappelles encore, non? J'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Moi, je me rappelle de la première fois où on l'a mis dehors, il y avait de la neige. De la première fois, il a pris l'avion, il avait 1 mois. Hein, donc c'est pour ça que tout ça, c'est les premiers... toutes les premières fois, le bain... il y avait un bain, nous, à la clinique de la Meute, il faisait un bain magique, ce qu'on appelle il y avait une infirmière qui faisait ça. Et elle les met dans l'eau, elle les remet dans la position dans laquelle elles étaient dans l'eau. En fait, ils sortent de l'eau. On leur fait ça. C'est terrible, un enfant qui naît, c'est un enfant qu'on enlève de la chaleur, de l'eau et tout ça. Oui, c'est violent, la naissance. C'est très violent. Bien sûr. Et elle le remettait dedans, et le bébé reprend la position du fœtus. Alors là, toutes les femmes pleurent. Elle nous l'avait dit. Quand ma femme s'est mise à pleurer, elle a dit toutes. Et même, elle nous montrait des photos de jumeaux, 2 jumeaux comme ça, et quand ils sont dans l'eau, hop, ils se remettent comme ça. Ils se mettent dans la même position, mais ouais, comme ça. Et le bébé, il se met dans la position et il s'endort sous l'eau. Et on va pas le laisser non plus. Et là, forcément, ce qui fait pleurer, en fait, c'est qu'on se dit, mais le bébé est mieux là que là où on l'a amené. C'est ça qui fait pleurer. À l'air libre, je comprends. Mais après, voilà, il va grandir et puis on va lui donner tout. Après, il va grandir. Et puis surtout, c'est que tout le monde dit à la fameuse dame qui fait je ne sais plus comment elle s'appelle, parce qu'on en a parlé avec d'autres amis, il faut venir à la maison. Alors elle vient à la maison, elle vient faire le bain magique à la maison. Ça, on a fait ça aux 2 petits et l'enfant. Et l'enfant, pendant l'espace de ce petit bain, tout à coup, on le voit heureux. C'est trop mignon. Mais tu vois, quand même, c'est important quand je t'écoute de sentir qu'on est entouré. Quand même, la fameuse nounou, parce que j'ai vu une interview là récemment d'Alexia Laroche-Joubert qui parlait de l'éducation des enfants et qui disait, moi, j'ai délégué complètement l'éducation à la nounou. Et finalement, ça a été beaucoup commenté, ça a été beaucoup repris. Mais c'est vrai qu'une nounou, je ne sais pas dans quel cadre tu lui donnes, tu vois, les dispositions, de lui dire, elle est là pour une tâche précise. Et en fait, je pense que c'est plus que ça aussi. Une nounou, elle peut... Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que d'abord, c'est très, très cher. C'est vraiment un truc de luxe. Et c'est pour ça que je l'avais refusé au début, moi, à ma femme, parce que j'avais dit, chez moi, on n'a jamais fait, on ne fait pas ça. Tu vois, je ne sais même pas combien une nounou, c'est quoi, tu la payes par mois? Oui, c'est par mois, tu as une salariée. C'est très, très cher. Très cher. Ouais, ces nounous-là, oui. Ouais. Mais en fait, c'est plus un soulagement, parce qu'elles savent faire, elles vont savoir l'emmailloter. Elles dorment à la maison ou pas? Ouais. Oui, c'est ça, donc elles sont tout le temps là. Ouais. Okay. Et après, pour le deuxième, on en a pris une longtemps, mais c'est pas forcément le mieux, parce qu'on a envie, moi je le changeais, ma femme aussi, on le changeait, on la mettait vraiment de côté, c'est pas elle qui l'éduquait, c'était plus un repos pour nous, de nous montrer comment fallait faire, de nous... Oui, c'est plus pour nous apprendre à nous comment, pratiquement, techniquement, on s'occupe du bébé, mais pas comment on l'élève. On n'a jamais laissé la place. Non. Bon, non, c'est les parents qui doivent, avec toutes nos erreurs, c'est nos erreurs aussi qui font l'éducation qu'on va lui donner tout bébé, quoi. Mais en tout cas, ça aide. Peut-être ça enlève un peu de stress aussi, le stress qu'on donne à l'enfant. On apprend vite après, on apprend vite à changer une couche. Oui, mais ça, c'est le côté pratique en plus. Mais comme tu dis, effectivement, la responsabilité de donner l'éducation à quelqu'un d'extérieur. Enfin, je ne sais pas quelle est la chose pour toi la plus importante dans l'éducation de tes enfants. Vraiment, ce que tu ne voulais pas manquer. C'est tout. Non, mais l'éducation, c'est tout. C'est la politesse, c'est le respect. Oui, le premier truc, c'est la politesse. C'est le respect, c'est toutes les choses. Ouais, c'est tout ça. Ouais, c'est surtout, c'est la politesse en premier, c'est la propreté entre guillemets, la politesse en premier, d'être gentil.
Et le fait qu'il y ait une nounou comme ça 24 heures sur 24 pour ta femme, ça a été aussi un soulagement quand tu n'étais pas là? Parce que là aussi, ça a dû jouer un rôle. Je ne sais plus si bébé... Ah si, le grand j'étais pas là pendant longtemps. Mais elle était... Là, c'est plus une nounou. Le grand, elle était partie au Liban. Donc au Liban, c'est plus une nounou. C'est un pays entier qui veille sur votre enfant. Oui, il y a la grande famille, tout le monde est là, tout le monde surveille. Là, tu étais tranquille. Parce que je pense qu'aussi, tu as la tranquillité d'esprit. Ça ne doit pas être évident. Là, j'étais tranquille. D'être loin avec en sa tournage. nounou, là-bas, quand on est arrivé, oh là, le repos. Il avait 1 mois. Là, ça a été, mais on souffle. Et toi, tu arrivais à être concentré, d'être sur tes tournages, en gérant toute ta vie de famille. Je ne sais pas si tu es très téléphone, très WhatsApp pour être au courant de tout ce qui se passe, si tu coupes, mais tu n'as toujours pas un peu l'esprit quand même à la... Enfin, oui, tu vois, comment toujours. Tu gérais? Aujourd'hui, mais à l'époque, on était sur autre chose encore. Mais non, à l'époque, je me souviens quand je suis parti tourner Le Marquis aux Philippines, et ma femme était restée au Liban avec le petit, et je ne pouvais pas voir un bébé sans avoir envie de le prendre dans mes bras. C'était là. Je voyais les gens, alors que moi j'avais dit, moi le mien je vais pas l'amener, il fait trop chaud, puis je voyais plein de bébés. Je dis pourquoi? Ah non, j'avais dit non, il fait trop chaud, il va avoir trop chaud. Oui, tu les emmenais pas en tournage avec toi, ou tu voulais pas qu'ils soient là? Bah pas là, aux Philippines, oui, ça fait loin, faisait 50 degrés à l'ombre. Non, c'était loin. On aurait pu, mais non, j'avais peur de tout, de le bouger, de je sais pas, qu'il se fasse piquer par un moustique, j'en sais rien, je sais pas. Mais je regardais tous les enfants. J'avais envie de les prendre dans mes bras. Ça a duré longtemps, ça, quand j'étais pas là, d'avoir envie de prendre les autres enfants. Et puis, ce qui est assez étrange, c'est que moi qui adore les enfants, j'ai toujours aimé les enfants des autres. Et ben, depuis que j'ai les miens, j'aime moins les enfants des autres. Ah bon? Je Pourquoi? suis moins T'es moins gâteux. gaga, Je suis moins gaga devant les autres enfants. Oui, parce que tu as les tiens. Voilà, Parce que il y avait j'ai les sûrement un transfert. Tu sais que comme tu les avais pas encore, tu Ouais. devais à chaque fois être Je en dis, oh, le demande. petit, oh, mignon, du. Ouais, t'attendais tout simplement d'être papa. Ah, maintenant, je suis revenu comme ça sur les bébés. Là, t'as envie. Bah, il faudrait peut-être attendre j'en un peu veux avant pas. d'être grand-père. J'en veux pas, mais je redeviens gâteux sur les bébés. Ouais, là, j'ai toujours envie de les prendre dans mes bras. Quand les gens ils me demandent des photos avec vous pouvez prendre mon bébé dans les bras? Ils peuvent pas savoir à quel point je suis heureux de le prendre dans les bras. Ah ouais, j'adore ça. Bah, tu vas en avoir j'adore ça. Et puis je me dis, non, je suis trop vieux pour faire un bébé, et puis c'est trop de soucis. Mais tu seras grand-père. Donc, t'attendras encore quelques années. Ils sont jeunes encore. Mais bon. Je serais peut-être mort. Hein. Allez. Non, mais je crois que c'est l'idéal d'être grand-père. C'est l'idéal. Ah, t'as que les bons côtés. Il n'y a que les bons côtés. Ah, alors là, je sais pas si tu pourras bouder, mais en tout cas, t'auras que les bons côtés. J'aime bien ce alors là de quelqu'un qui est pas maman, mais qui parle comme si elle était grand-mère. Ah, alors là, c'est que les bons côtés. Hein. J'ai pas d'enfant, mais je sais qu'être grand-parent, faudrait. Ouais. Oui, parce que j'ai eu des grands-parents formidables. Voilà. Et justement, il n'y avait plus ce côté-là. Non, mais je sais que c'est le meilleur côté. Voilà, où là, c'est que pour raconter des histoires, partager, manger. Oui. Tu vois, le papy gâteau, quoi. C'est trop bien. Non, mais je sais que ça. Mais ça, je pense pas. Enfin, je pense pas. Ouais, c'est une autre étape de la vie. Ouais. C'est une autre étape de la vie. Déjà, être papa, c'était important pour toi. Et est-ce que c'était la question de trouver la bonne personne aussi pour faire tes enfants? Tu penses que si tu n'avais pas trouvé ta femme, tu n'aurais pas été papa? Ouais. Et c'était OK? Non, c'était trouver la bonne personne. Oui. C'est pour ça que ça a été aussi long. C'est pour ça que ça a été aussi long, parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'enfant. Donc c'est pas une envie d'enfant qui est venue tard, c'est que j'avais pas trouvé la bonne personne, et là j'ai trouvé la bonne personne. Et tu savais que tu te lançais pas dans une paternité si tu avais pas, je sais pas comment on le ressent, tu vois, mais s'il y avait des critères, s'il y avait des critères, oui. Je sais pas. Bah, il faut voir la durée de la relation, est-ce que c'est stable? Non, c'était pas des critères comme ça. Non, c'était pas des critères comme ça. C'était des quand on se dit que cette personne-là sera la maman de mes enfants, ou je sais pas. J'avais, je sais pas si j'avais déjà autant aimé ou quoi, mais c'est un amour différent. On se dit c'est elle. Mais moi, il est venu comme ça. Hein, on m'a envoyé le stylo, elle m'a dit regarde, on n'a pas fait, on va avoir un enfant. Mais il n'est pas venu par hasard. C'est parce qu'il y a un moment qu'on était ensemble, mais il y avait pas. On n'en a pas parlé. C'était pas programmé, c'était pas. Non, cela dit, je crois que je lui avais. Si, je lui avais demandé. Oui, je me rappelle parce que on était allé en vacances aux Grenadines. Et les Grenadines, c'est une petite île, et on arrive à l'aéroport c'est un tout petit aéroport en bois, machin. Et moi, j'avais un cadeau. J'avais pris une petite boîte à musique avec une cigogne. On a compris le petit clin d'œil. On a compris le message. Et là, le mec, le douanier, on ne parle pas d'un aéroport, on parle d'un truc en bois. Et au moment où notre valise passe, il ouvre, et puis il y a ce truc qui est emballé. Et il me dit, est-ce que vous pouvez ouvrir ce truc? Je fais signe, non, c'est un cadeau.
Il me dit, ouvrez ce truc, monsieur, s'il vous plaît. Enfin, ce truc, je sais pas comment dire. Ouvrez. Je dis, c'est un cadeau, machin. Ouvrez. Alors, j'ai ouvert et ma femme, elle l'a vu. Elle a vu la petite cigogne. Alors, j'ai refermé. Et bon, je lui ai fait le cadeau. Elle avait déjà vu le truc. Mais à chaque fois, je me suis fait avoir, moi, sur mes cadeaux. C'est-à-dire Ah, bah alors, une autre. Bah, c'est pas les enfants, mais c'est quand j'ai voulu offrir ma bague de fiançailles à ma femme. Alors, je savais pas que ça se faisait, mais elle m'a dit, avant de se marier, il faut une bague de fiançailles, tout ça. Et je vais place Vendôme et j'achète une bague de fiançailles. Et là, je l'invite dans un château, un relais château, enfin un truc, restaurant et hôtel. Et puis, on est dans ma voiture. Et là, ma femme me dit, tiens, t'as une contravention. Et elle enlève la contravention du truc. Place Vendôme. Qu'est-ce que tu faisais, place Vendôme? Qu'est-ce qu'on fait, place Vendôme? Et voilà. Je me suis fait griller sur tous mes trucs. Moi, je me suis fait griller sur tous mes trucs. Et voilà. Elle a été surprise quand même quand tu lui as offert la bague. Voilà, elle a fait la surprise. Elle a joué la surprise. Mais Parce que bon, tu lui as pas avoué tout de suite, même si elle a vu le 1 place Vendôme. Non, tu lui as quand même pas dit c'est pour t'acheter une bague. Non, mais ça faisait un moment qu'elle sentait que je cherchais des trucs et tout, que je posais des questions. Non, mais c'était une parenthèse. Mais sur l'enfant, donc je lui avais demandé, je lui avais dit c'était le moment. Mais après, il est arrivé. Et elle te l'a annoncé, tu m'as dit, tu m'as parlé d'un stylo. C'était le premier, elle me l'a. On était parti pour son anniversaire en week-end, en Corse, je m'en souviens. Et puis là, elle m'offre un cadeau. Je crois que c'était un stylo, un truc en pacté. Bah, je me dis, ah non, je lui dis, c'est pas toi, c'est ton anniversaire, c'est pas. Elle me dit, non, mais c'est pour toi. Et elle m'a dit, ça faisait 2 jours qu'elle le savait, qu'elle attendait. Et là, j'ouvre. Je dis, c'est quoi? Et je vois la croix, là, le machin. T'as pas compris? Non, je n'ai pas compris tout de suite. Au début, j'ai cru que c'était un stylo dans la boîte. J'ai ouvert, je vois un thermomètre, c'est quoi la vanne? Et là, je regarde, il y a la croix, elle me dit, à ton avis? Ah, et là, j'ai compris. Ouais. Mais je me souviens exactement l'endroit. J'ai fait la photo en plus c'est trop mignon. Du truc, mais avec la mer derrière. Mais la mer est nette et la croix est floue. Ouais. Et donc une joie immense, évidemment. Oui, bah, tout à coup, c'est... alors à partir de là, je voulais plus qu'elle bouge. Fallait plus qu'elle bouge. Attention, c'est marrant. Attention, la responsabilité déjà avec l'enfant qui n'était pas encore né, mais là d'un coup ça prenait une dimension. Tout, mais je me souviens parce qu'on voulait en même temps acheter une petite maison de campagne. Alors là, dès que je visitais, mais il y en a qu'on n'a pas pris juste parce qu'il y avait un trou dans le jardin. Et j'ai dit, oui, mais là, ça, il va courir, il va tomber dans le trou. Je revois très bien des maisons, il suffisait de boucher le trou. Hein. Mais pas un trou dans l'air, mais un trou, enfin, avec une grille. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Ah non, mais ça. Et tout était. J'ai jamais pensé qu'ils allaient grandir. Mais c'est incroyable parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça a changé toute ta vie, quoi. Mes ton enfants, quotidien, tes enfants ont tout changé dans ton quotidien, ta manière de réfléchir, ta manière d'appréhender les choses, tout. Et encore aujourd'hui, ils ont... Oui, aujourd'hui, ils m'amènent... Oui, aujourd'hui, oui. Je serais plus serein sans enfants, je serais plus jeune sans enfants, parce que quand on est en couple sans enfants, on fait plein de choses qu'on ne fait plus avec les enfants, qu'on refera après, mais qu'on devrait continuer de faire d'ailleurs, hein. Bon, on le fait plus. Je dis pas que c'est comme ça obligatoirement, mais il y en a qui arrivent sûrement à vivre ça, mais c'est difficile. Mais moi, mes enfants, ce qu'ils m'amènent, c'est un rapport à la réalité. Je suis très normal. C'est-à-dire que, enfin, encore heureux que je suis très normal. Oui, mais avec ta carrière médiatique, on pourrait même se demander, au vu de l'exposition, tu vois, de tout ça, comment tu as réussi à gérer tout ça, c'est pas facile. Un papa normal avec un papa célébrité star, c'est-à-dire c'est pas que, facile. oui, mais je suis... mes enfants font du football, c'est leur passion. Moi, mon grand soulagement, c'est de les emmener au football. D'abord parce que les gens que je rencontre sont des gens qui n'ont rien à foutre de ce que je fais. Et on est des papas, des mamans du football. On parle de foot, on parle de nos enfants, on parle de... Et moi, chaque entraînement, je les emmène et je suis là, je vais voir les matchs. Et tout à coup, ça me sort de ce que je fais tous les jours. Et voilà, et les enfants, voilà, c'est un vrai rapport à la réalité. C'est un rapport à la vie normale, les enfants. C'est un rapport à la vie normale. Alors la vie normale qui est pas entièrement. En plus, eux, ça les fait chier que je sois connu. C'est vrai. Ils ont toujours vécu avec ça. Donc ils sont habitués. Le petit, j'ai l'impression que le petit moins, mais le grand, c'est quelque chose qu'il déteste. Il aime pas ça. Il aime pas le fait que je sois connu, le fait qu'on me demande des photos. Maintenant, il laisse un peu faire parce qu'il est ado et il est un peu plus... Mais jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, c'était quand quelqu'un me demandait une photo. Je disais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lui dis oui? Pourquoi tu lui souris? Pourquoi tu fais ça? Et je me dois d'être, quand il est là, d'être 10 fois plus
invisible que ce que c'est-à-dire que quand les gens ou me sourient ou me parlent, mais pourquoi tu fais ça, papa? Le petit va dire, tu le connais? Il n'a pas encore, il n'a pas conscience peut-être aussi. Si, il est pas con, il sait, mais tout ça est est assez normal pour lui. Ils ont vécu là-dedans tous les deux. Je suis pas devenu connu. Mais effectivement, c'est leur caractère peut-être aussi qui fait la différence. Tu sais, deux caractères mais différents. le grand, il t'a expliqué pourquoi c'est si compliqué pour lui d'appréhender ça? Mais sur le grand, il y a un truc rigolo. Enfin, rigolo. C'est un jour, je l'amène justement au football, dans une nouvelle équipe de football. Donc, c'est ma femme qui gère tout le début pour pas que je sois là, moi, justement, à montrer, pour qu'il rentre dans le club, que c'est mon fils et tout ça. Et puis, il part faire un stage avec Et là, comme il rentre tard, c'est moi qui vais le chercher. Donc, je vais chercher avec la voiture, je l'attends. Le bus arrive, tous les petits enfants, les petits joueurs descendent. Et là, comme je suis pas loin pour aller prendre la valise, les copains voient que c'est moi. Donc là, je vois que les copains se mettent sur lui pour lui parler. Je prends les valises, bonjour, je vais ranger les valises. Et là, on repart tous les deux, on rentre à la maison. Et je lui dis, tu avais dit à tes copains que c'était moi ton papa? Il me dit, non, pourquoi? Et je dis, c'est bien, c'est pas prétentieux. Il me dit, pourquoi? Et là, tout à coup, je me rends compte que c'est tellement prétentieux de ma part d'avoir pensé ça, toi. Pensé que c'est bien, c'est pas prétentieux. C'est bien de ne pas dire que tu es mon fils, tu n'es pas prétentieux. Mais c'est d'une prétention, et j'ai rigolé tout seul, parce que lui n'a pas compris. Il m'a dit, pourquoi? Oui, lui, t'étais premier degré, quoi. Premier il degré, et je sais ce que je pensais. Enfin, c'est bien de ne pas l'avoir dit. Il aurait pu dire, ouais, mon père, il fait du cinéma. Mais surtout pas, il avait même honte. Il savait que c'était comme un premier contact où il fallait que ça passe, ce truc. Il avait honte? Tu penses qu'il a honte? Non, il n'a pas honte. Quand je dis ça, il n'aime pas ça. Quand je dis, t'as honte de moi ou quoi? Non, il n'a pas honte. Il est... par exemple, si je vais le voir au football, il faut mieux que je prenne la voiture de sa mère que la mienne, qui est un peu plus belle. C'est des codes aussi, peut-être. Pas plus belle que sa mère, la voiture, mais plus belle que la voiture de sa mère. Une voiture mais ouais, ça, il n'aime pas trop. Il n'aime pas... pourtant, ça va. Pas non plus, j'ai pas une Rolls. Mais il n'aime pas trop. Et toi, le fait qu'il agisse comme ça, toi, t'es OK, t'es même plutôt content avec ça? Oui, parce que c'est bien. C'est mieux ça. Je lui ai dit, tu sais, dans la vie, si jamais ça te sert pour draguer, vas-y, certain. Oui, il ne faudrait pas que ça le serve pour des mauvaises choses. Parce que tu sais que les camarades aussi, ça peut être dur pendant les écoles. Mais c'est ça, ils grandissent. Mais sauf que l'un, ils sont dans une école où ils ont les mêmes copains depuis qu'ils sont enfants. Donc les copains... ouais, ça va entre eux, ils se connaissent. Et puis tu bénéficies, tu as une image tellement sympathique. Ouais, tellement c'est un papa est acteur cool et rigolo. Ouais. Alors il y aura peut-être, ils auront des amis qui sont amis parce que c'est moi. Il y aura forcément. Ou des gens qui les détestent aussi. C'est ça, quand je te disais les mauvaises choses. Tu peux faire face à du harcèlement, tu peux faire face à plein de choses pour des mauvaises raisons. Tu vois, les gamins, quelquefois, ils sont durs entre eux. Ils auront, ou ton père, il est nul, ou là, ils en sont pas là parce qu'ils sont jeunes, et puis parce que je suis quelqu'un qui est pas polémique, ou qui est pas... mais qui est plutôt, d'ailleurs, sur les jeunes, assez... mais... ouais, tu plais aux jeunes. Mais ils peuvent avoir ça un jour, ou pour qui tu te prends, c'est parce que t'es le fils de machin, ils peuvent l'avoir ça. Et ça, tu le vivras comment? Tu culpabiliseras? Ah ouais, terriblement. J'attends avec impatience le moment où, le premier moment, peut-être qu'ils l'ont vécu, qu'ils me l'ont pas dit, où ils subiront ma notoriété. Je m'en voudrais parce qu'on peut rien faire. Je peux rien faire contre ça. Ce moment où ils subiront le fait d'être mes enfants, ça me ferait du mal. Et peut-être qu'ils l'ont subi. A priori, ils ont l'air assez épanouis et assez, mais tu leur diras quoi, tu penses? Je sais pas. J'y pense parfois. Je sais pas ce que je dirais. Je sais pas. Pardon? J'allais dire, le seul mot à dire, c'est pardon. Mais il y a la première étape qui est de dire, tu sais, il ne faut pas les écouter, l'éducation. Mais le vrai mot, c'est pardon. C'est ça, le vrai truc. Mais c'est deux étapes. Il y a l'étape de l'éducation et puis l'étape d'homme à homme. Pardon pour ce que je t'ai... Mais en même temps, et pardon. En même temps, j'allais dire pardon de... En fait, on dit pardon parce qu'on voit qu'il souffre, mais pardon de quoi? D'avoir fait ton métier, d'avoir une réussite, d'avoir un papa aussi responsable que tu l'es. Ils ont une belle vie. Et il faut... Attention, il y a un équilibre. C'est entre ce
qu'ils vont, ce qu'ils ont, ce qu'ils subiront ou pas de négatif, il y a beaucoup de positifs aussi dans la vie, socialement et tout ça. Donc, on fait la balance avec une vie quand même assez normale. Ouais. Sur des questions, là, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, je m'adresse au papa. Je me suis posé la question, tu vois, sur 3 thèmes. Tu as des pré-ados, ados. Les papas, ils devraient faire autre chose que de nous écouter parler, ils devraient s'occuper de leurs enfants. Mais si, moi, je trouve qu'on ne parle pas trop aux papas, pas assez, en tout cas. Par exemple, tu as des pré-ados, ados. Tu as 2 garçons. Ouais. Sur 3 thèmes, par exemple. Comment est-ce que tu imagines aborder la question de la sexualité avec ton pré-ado ou ton ado ? Parce qu'alors ça, c'est un truc où tu te dis quand ça va commencer à t'arriver. Ça dit, j'ai jamais parlé de ça avec mes parents, moi. Je suis d'une autre époque, mais j'ai jamais parlé de ça avec mes parents. Non, j'ai eu, alors pour les anecdotes, le grand, l'année dernière, donc il avait 14 ans, et je l'envoie faire ce qu'on appelle un summer camp aux États-Unis. Donc là-dessus, il est gâté quand même. Hein. Ouais, sympa. Bon, il serait éclaté tout autant dans un camping, il l'a fait aussi. Hein. Et puis... Je dis à sa mère, achète-lui des préservatifs. Moi, je ne vais pas aller acheter des préservatifs à la pharmacie. Vas-y, toi, achète. Et là, on a une boîte. Et je lui jette sur son sac comme ça. Tiens. Et il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est des préservatifs. Enfin, il avait compris, mais pourquoi tu me donnes ça, papa? Très gêné. Pourquoi tu me donnes ça? Je dis, je sais pas. Je dis, pour là-bas, quoi. On ne sait pas. Il me dit, mais ça va pas, papa. Je dis, bon, prends-en que 4. Et je lui déchire les 4. Je lui dis, puis ça, il y a bien un jour où tu les utiliseras plus tard. Mais je sais pas trop, très gêné. Il est très gêné, ça le gêne. Alors, il les a pris quand même. Et dans son sac. Et quand il est arrivé là-bas, il y a l'éducateur qui dit, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des préservatifs? Parce que pas de ça ici. Hein. Et là, il dit, moi. Donc, c'est-à-dire, donc c'est le mec qui était venu là pour baiser, quoi. Le pauvre garçon, et puis en plus honnête, dis-moi. Et alors, en revanche, ce qui est dommage, c'est que le mec le renlève parce que. Oui, parce que si ça devait se passer, du coup, ils n'ont plus la capacité de se protéger. Mec, et on sait combien c'est important. C'était le seul de la chambrée à avoir pris donc le baiser de la chambrée, quoi. Surtout pas. Et donc il y avait ça. Et alors le petit, c'était. Non mais le petit, il est très petit quand même. Non, le petit m'a demandé. Non, il m'a dit, mais. Voilà, je raconte tout. Je vais faire une coloscopie. Non, on est avec du boss, donc faut. Et il me dit, mais alors, je lui dis, tu sais, tu bois un produit et puis tu vides tes intestins. Et tout. Comment ça fait? Je dis, écoute, tu pourras me montrer? Je dis, non, je ne vais pas te montrer. C'est pas. Mais donc c'est après, tu n'as plus rien. C'est de l'eau. C'est du liquide, c'est de l'eau. De l'eau. Dis donc comme si tu faisais pipi. Je dis, voilà, c'est de l'eau. Il me dit, par les fesses? Comme maman? Je dis, mais non. Je dis, maman, elle fait pas pipi par les fesses. Alors, on est en voiture. Hein. Et j'ai dit, maman, elle fait pas pipi par les fesses. Par où elle fait pipi alors? Je dis, par son zizi. Il me dit, les femmes n'ont pas de zizi. Je dis, si. Enfin, alors elles ont 2 trous. Et là, on rentre, mais moi, avec une envie de rire, parce que je me dis, mais voilà le moment. C'est désarmant. Et je pense qu'il en sait plus que ce qu'il me cherche à confirmer un peu. Oui. Et je sais plus, on avance un peu dans la conversation comme ça, et je le dépose à la maison pour aller me garer. Et j'appelle ma femme, je dis, j'en suis là dans la conversation, tu vas finir avec lui le truc, je sais pas ce qu'il est. Mais j'avais envie de rire parce que c'était tellement mignon. C'est celui qui pose toutes les questions. Milan, c'est vraiment le. Les pourquoi, tout ça, toutes les questions. Toutes les questions. Lui, c'est toutes les questions sans aucun complexe. Et donc, c'est ta femme qui a continué cette gentille conversation, conversation. Ah oui, parce qu'il me dit, mais c'est comment le zizi de la femme? Montre-moi. Ah ben là, ça va être compliqué. J'ai fait comme ça, il me dit, c'est aussi gros que ça. Je dis, non, mais comment. C'est désarmant. Et alors, ça rentre dans des. Je me dis, ça m'amusait plus de lui. Mais il me dit, ah oui, et il me dit, mais c'est par là qu'on fait les enfants. Et je dis, oui. Et il me dit, mais. Et là, il avance, et puis. Mais on peut. Donc, le zizi du papa rentre là-dedans, oui. Mais même quand on veut pas faire d'enfant. Donc, là, je me suis dit, toi, tu es au courant de plus de choses que ce que tu poses comme question. Tu veux des confirmations. Mais donc, tu n'es pas quand même hyper à l'aise avec l'idée de parler de tous ces sujets-là. Avec lui, c'était plus facile. Avec le petit, le grand est trop grand, 15 ans maintenant. Mais tu laisses ça à qui, alors, du coup? Les questions de sexualité, de première fois, de... Ça à TikTok. Pas bonne chance. Non, je laisse ça...
Moi, on m'a pas posé de questions. Ils sauront. Tu penses que la vie fera qu'ils sauront se renseigner de manière. C'est pas à moi qui demandera. Il me demandera pas à moi. Ça se fait. Non, il me demandera. Pourtant, entre un garçon et son père, tu vois. Non. Parce que moi, j'ai eu un papa à qui je pouvais poser les questions et qui m'a répondu à tout ça, tu vois. Ouais, mais c'est pas fait avec la maman, dans mais ce je me sens-là. dis. Tu crois pas que fils, papa, non. Je pense tu pas. parles peut-être de ta propre expérience parce qu'avec ton papa, vous en parliez pas. Mais j'en parlerai à mes copains. Oui, mais je pense que si j'en parlais à mes copains là, qui ont des enfants dans l'âge de 15 ans, on va dire, là, les mecs qui donc sont ça un peu... commence un peu à travailler. Ouais, quoi. ça commence à être un peu, puis un petit peu les mecs... je les vois pas. Il faudrait que j'en parle, mais je les vois pas poser la question. En tout cas, on s'est jamais dit entre copains, dis donc, il t'a pas posé la question. Ouais, okay. Si on s'en est pas parlé, cela dit, il y a une pudeur aussi entre hommes. Hein. Peut-être. Mais... et puis, il n'ira pas demander à sa mère, je pense pas. Il y a trop de gêne. Déjà, on ne parle pas des fiancés. Je ne sais même pas s'il y en a. Quand je dis le mot, c'est oh là, oh, oh. Et, mais donc, Non, mais tu vas surveiller quand même un petit peu. Surveiller ses goûts. Un petit peu. Surveiller ses goûts des fiancés, c'est ça? Ses goûts de fiancés. Ouais. Mais non, bien sûr, on surveille, bien sûr, on fait attention. Les trucs HPV, là, je sais pas quoi, oui. Les vaccins, les machins. Non, on fait attention, bien sûr, on fait attention. HPV. Sur la question de la drogue, par exemple, je voyais une interview de Guillaume Canet qui parlait de ça avec son fils, en disant « Mais tu n'es pas obligé d'essayer comme tout le monde, tu n'es pas obligé d'aller faire tes expériences. » Il était assez remonté, hein. Il disait « Voilà, aujourd'hui, c'est une vraie question. Comment t'éduques les jeunes? Comment tu les mets face à cette problématique-là » Ça, on en parle. Ça, t'en parles. Ça, on parle. Drogue, cigarette. Moi, j'ai été fumeur. Ça m'a provoqué des problèmes et tout. Donc ça, que je lui ai bien dit. Et en revanche, l'interdiction, c'est pas le plus... je t'interdis, machin, il va le faire en cachette. T'interdis pas de fumer, par exemple. Si, je le ferai d'une certaine manière. Là, je sais là-dessus qu'il s'est brouillé avec des copains parce qu'il fumait et tout, mais c'est un âge. Après, il peut se rattraper, hélas. Mais la drogue, c'est pareil. Moi, j'habite dans un quartier chic. C'est là qu'elle est, la drogue. Forcément, ils vont voir les petits bourgeois pour leur vendre de la drogue. Maintenant, je sais aussi, beaucoup plus de filles fument, d'ailleurs, que de mecs, je trouve. Enfin, je le vois autour, les copines autour, les fameux, les petits trucs là, comme ça. Et non, on en parle, j'en parle, mais j'essaie toujours d'en parler sans mettre de l'interdiction. Si, ce que je raconte, c'est pour le... Mais sans... par exemple, c'est pas de la drogue, mais ça rejoint mon fils... quand il me demande l'autorisation de faire quelque chose, il y a des fois, c'est des trucs aberrants. L'autre jour, c'était de plonger dans la Seine parce que tous ses copains le faisaient. Mais que c'est dangereux. Mais j'ai dit, mais t'es complètement dingue. Ouais, mais tout le monde le fait, machin. Alors après, ça va être de plonger de 10 mètres d'un autre truc, ou ça va être des trucs un peu, ou d'aller à tel endroit et tout. Et puis, donc, il y a beaucoup de non. Et puis un jour, il me demande une coupe de cheveux rasée, machin et tout. Et je dis oui. Et sa mère me dit, mais pourquoi t'as dit oui? T'es fait là, il se retrouve avec les trucs. Je dis, parce que je peux pas dire non tout le temps. Ok, donc tu lâches en fait. Et comme il me demande, je préfère lui dire oui ou lui dire non sur certains trucs pour qu'il me demande. Ça, je trouve ça important. Si je dis non à tout, à un moment, il va se dire, je ne demande plus. Donc tu mets des noms vraiment sur des choses qui te semblent... Ouais. Quand il y a un non, ça ne veut pas dire qu'il y a un oui. S'il me dit, est-ce que je peux fumer, je ne vais pas lui dire oui, bien sûr. Mais ne pas dire non à tout. Et interdire, faut faire attention. Moi, je me suis mis à fumer, en fait, alors... On est dans d'autres époques, on ne peut pas calquer l'éducation. On est dans une époque où tout le monde fumait à la maison et machin. Mais je me souviens que moi, j'avais un peu goûté, mais j'avais un peu honte, je ne trouvais pas ça terrible. Et un soir, un jour de l'an, je ne sais plus quoi, ma tante me dit « Vas-y, prends-en une ». J'avais 17 ans. « Vas-y, prends-en une, c'est bon ». Ce qui est une erreur. Et en fait, je l'ai prise et j'ai fumé ma première cigarette devant tout le monde. Ça a choqué personne. Et à partir de là, c'est l'engrenage. Bon, maintenant, moi, la majorité de mes copains, on disait non, c'est interdit, et puis ils ont fumé quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le truc est, l'interdiction, elle est dure à donner. Il vaut mieux aller, comme Guillaume dit aussi, c'est de dire, tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de faire, c'est ça. Tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de tester, d'essayer. C'est surtout de leur dire que tu es quelqu'un, tu es une identité, tu es bien. Tu es bien, même si tu ne fais pas... Parce que c'est ça, hein, la cigarette, la drogue, c'est pour faire comme tout le monde. Mais le dire... Moi, pareil pour la maladie. Moi, je me souviens de mon parrain qui était mort d'un cancer des poumons, de vrai fumeur, un vrai fumeur. Ça ne m'a absolument pas empêché de fumer.
Ça t'a pas fait peur, hein? Tu t'es Non. pas senti concerné? Mais non, on ne se sent pas concerné. On se dit toujours pas moi, je suis jeune, puis plus tard. Et puis, Pourtant, elle t'a créé des problèmes, tu me dis, la bien cigarette. sûr, bien sûr. Mais je sais que dans leur tête, les jeunes, nos enfants, donc, ils se disent, putain, on a beau dire, être bien, leur sortir des belles phrases, leur dire, tu sais, c'est pas beau, tu sais, t'es bien comme ça, toutes ces phrases qu'on va leur dire. D'abord, s'ils veulent le faire, ils le feront. Hélas. Hélas. Alors, faut pas baisser les bras, hein. Faut pas. C'est pas parce que. Oui, parce que même quand je pense aux drogues, je parle des drogues dures, tu vois. Je me dis, comment tu sûr. réagirais si tu apprends que ton fils à 15 ans ou 16 ans a touché à de la drogue c'est dure une qu'on lui en a horreur. présenté, C'est tu vois. une horreur, je touche du bois. Ouais. Non, c'est une horreur. J'en connais des gens qui ont eu ce problème. Je sais, on n'est pas personne n'est à l'abri. Et il y a une autre chose. Moi, je sais que je suis. Alors, on parlait de la cigarette, mais je ne serais pas tombé dans de la drogue, dans tout ça, machin, parce que je voulais aussi que mes parents. Je voulais pas créer de soucis à mes parents. Et puis, j'avais envie d'être un petit garçon bien par rapport à mes parents. Et j'ai l'impression qu'ils ont ça, le grand surtout, le petit, je ne sais pas encore, que le grand a plus envie de ne pas nous décevoir. Moi, c'était ne pas décevoir mes parents. Et ça, c'est un angle. C'est un angle, l'enfant. Et je pense que les parents et on a tendance à le faire, je dis les parents, mais tout à coup, quand on montre une déception de notre enfant pour quoi que ce soit, les notes, sa façon de... l'enfant, il s'habitue à décevoir ses parents. Et puis, il y a un moment où ça ne lui fera plus rien de les décevoir puisque c'est déjà fait. En revanche, je trouve que de leur montrer qu'ils ne nous déçoivent pas, qu'on est fiers, c'est peut-être un axe pour faire qu'ils essaient de rester, de garder cette impression qu'on a d'eux. Peut-être un peu facile, non, mais moi, à dire comme ça. Moi, je le partage complètement. Mais c'était la même chose. C'est sans en faire exprès, disons, c'est l'axe que je prends. C'est faire qu'en sorte que, voilà, lui montrer que je ne suis absolument pas déçu par lui, que je suis très fier par les deux. Mais je suis très fier d'eux et voilà, espérer qu'ils veuillent garder cette impression qu'ils me donnent. Et c'est toujours, ils t'ont jamais déçu aujourd'hui, tes enfants Non. Jamais. Sur des choses comme ça, non. Enfin, oui, non. Pas sur des choses graves, évidemment. Le petit me vole les portables beaucoup, mais non. Le petit, il n'a pas l'âge pour être décevant, le grand non plus. Mais non, pour l'instant, je pense que le grand, alors je parle plus du grand là, parce que le petit, dans un âge qui est un peu différent, je pense que le grand est sur cette voie de ne pas vouloir me décevoir. J'espère que ça va durer. Il le fera peut-être un jour, mais plus dans ce sens. Il est plus dans ce sens-là. Mais il faut que moi je lui montre que je suis fier de lui. À la hauteur aussi, que tu lui donnes l'exemple. Hein. Tu sais, souvent les enfants regardent aussi les parents, la manière dont on se comporte. Bien sûr, l'exemple, oui. Est-ce que toi tu es beaucoup sur ton portable, par exemple, trop. Oui, trop. Alors du coup, qu'est-ce que tu dis à tes enfants qui sont tout le temps collés? On parlait en début de podcast de la PlayStation et tout. Ça aussi, c'est un sujet que les gens qui nous écoutent, forcément... C'est très, très dur. Ça te travaille parce qu'aujourd'hui, on est une génération... tu vois, les réseaux sociaux, tu parlais de TikTok tout à l'heure, on scroll en permanence. Ça te rend pas... C'est ce que je leur dis que je comprends, puisque moi, ma femme n'est pas sur les réseaux, mais elle est sur son téléphone pour d'autres trucs. C'est pareil. Mais elle n'est pas sur les réseaux. Mais oui, on scrolle, mais autant qu'eux. Je comprends tout à fait. Mais ça te rend pas fou, du coup? Oui, bien sûr, ça me rend fou. À table, non? Je sais pas, quand vous mangez en famille, il y a le téléphone là, on à essaie, table et vas-y que tout le monde mange sur son portable. Mais encore hier, moi, ma femme, je prends les portables. Elle a pris le mien en premier, mais le mien, il était là. Tu t'es fait confisquer ton portable. Je me suis fait confisquer mon portable. Et j'allais dire quelque chose, je me suis dit, non, il faut confisquer le portable de tout le monde. Oui. Et non, c'est un fléau. C'est un fléau. Alors pourquoi c'est un fléau? Pour le temps que ça génère ou pour les risques, les dérives? Tu vois, on voit beaucoup de jeunes qui sont complexés aujourd'hui parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Ça te donne une image un peu, tu vois, dénaturée. Je sais pas, je pense aux filles avec aujourd'hui les canons de beauté. Ouais, mais j'ai tendance à me dire... alors moi, je regarde des trucs de foot pour l'instant. Je dois regarder des trucs de cul, je pense, de temps en temps. Enfin, ça, c'est pas grave non plus. Bon, mais non. C'est aussi, il faut aussi se dire que c'est leur génération, oui, c'est leur nouvelle, c'est le nouveau monde. Le monde est comme ça. Alors effectivement, mais ça fait qu'ils se parlent moins. Ça fait qu'ils sortent moins. Alors ils se parlent moins, ils font... là, il y a ce truc de Snap où il faut qu'ils fassent des flammes, machin et tout. Donc ils se répondent, ils se parlent comme ça. Le soir, finalement, ils se parlent tous, ils s'envoient tous un petit message. Chose que j'avais pas, moi, jeune. Une fois qu'on avait plus vu les copains, on les voyait plus.
Et eux, ils les revoient encore avec ces flashs. Alors, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est Oui, bien, mais est-ce est-ce que c'est qu'on pas bien? appréciait peut-être pas plus les moments où on se voyait vraiment, tu vois, même si c'était des moments plus courts, mais effectivement, quand on rentrait à la maison, bon, bah, on passait Alors, à autre chose et on avait plaisir, du coup, à retrouver les copains en c'est ce réel. qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui paraît être c'est les bons mots qu'on donne, machin, mais est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Est-ce qu'on prenait plus de plaisir à voir les copains que quand ils arrivent dans la cour le matin à l'école? Je sais pas. Nous, on parlait du film du soir d'avant. Eux, ils regardent pas, ils vont parler De ce qui s'est passé il y a 15 secondes, quoi. Hein. C'est Voilà. l'instantané. En même temps, le petit de 12 ans est capable de parler de Trump ou de Poutine, chose que moi, à 12 ans, je n'aurais pas parlé de... Enfin, Tu veux dire que c'est un accès aussi vers l'extérieur, avec les bons et les mauvais côtés. après, quand même de garder... parler, comment ils en parlent aussi, ça dépend de ce qu'on leur dit, ça dépend de... Mais ils sont au courant de tout. Maintenant, je dis pas que c'est bien. Hein, à eux, je leur dis que c'est pas bien. Mais parfois, quand j'y réfléchis, je me dis oui, mais alors on se dit qu'ils se parlent plus. Je suis pas sûr. Moi, j'ai plus peur, tu vois, de la question des complexes. Je me dis, ou de la vie qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. Tu vois, moi, c'est plus C'était ça. pareil. Non, mais ça... J'aurais plus peur de ça. Alors, moi, je rêvais, quand j'étais jeune, je rêvais de faire du cheval, je rêvais de faire du ski. C'est parce que je voyais à la télé. Donc, c'est ce que j'avais pas non plus. Et je regardais les émissions de variété et je rêvais d'être comme eux. Oh, ils ont de l'argent, puis ils vont dans des hôtels, puis ils vont au restaurant. Ils ont des belles voitures, des beaux habits. C'était pas la vraie vie. Mais c'était où je regardais des films et puis... Tu rêvais de Paris, toi. Je rêvais de Paris. Sais que tu rêvais de moi, Paris. je rêvais de Paris. C'était monté à la capitale. Ouais, je rêvais de Paris, je voyais ça. Je voyais des lycées. Moi, j'ai vu un lycée. La première fois que j'ai vu, d'ailleurs, il y avait une série qui s'appelait Joël Mazar à l'époque, Pause Café. C'est la première fois que je voyais un collège qui ressemblait au mien, un truc pourri, moderne. Mais je voyais les films. À Paris, ils avaient des beaux lycées, des beaux collèges. Ils avaient... ils faisaient du ski, enfin, tout ça. Bah, c'est pareil. Quelque part, mais ça m'a donné envie d'avoir ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu ça, j'ai fait ça. Alors après, je pense pas que ce soit le contenu, c'est celui qui regarde qui est différent. Voilà, c'est celui qui prend, c'est pas ce qu'il y a dedans. Alors il y a des trucs, il y a des conneries, mais moi aussi je les regarde les conneries. Ouais, on tous. Moi je les regarde les conneries. Je sais, en ce moment ça me met beaucoup de têtes déformées. J'ai dû regarder des mecs qui avaient des drôles de têtes. J'ai beaucoup de têtes déformées. Et où, à un moment donné, c'était des boutons qu'on perce. Ah oui, d'accord. J'ai dû m'arrêter sur un truc. Et là, j'avais tous les boutons qui se percent. Et donc, eux, il suffirait de prendre leur téléphone et regarder ce qui vient le plus souvent. Mais... ouais, bon, ça fait partie de l'époque pour toi. Tu vois, et tu disais, et c'est drôle parce que ma femme n'en peut plus, mais moi, je suis un tout petit peu plus... mesuré. Plus mesuré, ouais. Par rapport à ça. Enfin, moi, c'est surtout voilà, la communication dans les familles, mais tu disais finalement, à la maison, est-ce qu'on parlait plus? Je sais pas, toi, ta génération avec tes parents, est-ce que vous parliez plus ou pas? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûr qu'on parlait plus. Non, je suis pas sûr qu'on parlait plus. Et puis, si on parle de porno, bon, on y arrivait quand même. Moi, j'avais des films Super 8. Mais tu parlais pas de ça avec tes parents? Je ne parlais pas de ça. Non, mais je veux dire, je regardais La Redoute, des trucs. Tu te débrouillais comme une fois. Oui, tu disais, tu as fait ton éducation sexuelle finalement relativement seule ou avec les eux, copains. Ils vont peut-être le faire sur les réseaux. Alors après, on dit oui, mais le vrai sexe n'est pas le même truc que sur... Oui, ouais, ils vont le découvrir, ça, ils vont le voir. Hein. Ouais, c'est comme ça que toi, tu as été élevé et finalement, c'est toi. C'est quoi la valeur la plus chère à ton cœur que ton papa, parce qu'on parle de paternité, mais donc forcément, on pense à ton papa et à ce qu'il t'a transmis. Qu'est-ce que de ton papa tu as gardé et qui pour toi est essentiel aujourd'hui? L'honnêteté. Pourquoi? Je sais pas, mon père était l'homme le plus honnête que j'ai croisé dans ma vie. Exemple, Trop honnête. Exemple, il y en a plein. Est-ce que trop honnête, ça veut dire quoi? On n'est jamais trop honnête. Si on peut l'être, ça peut nous gâcher la vie. Moi, mon père s'est retrouvé au chômage, je sais plus, sur le tard, et pendant des années. Et à un moment, on lui a trouvé un emploi. Et puis, on a voulu le faire monter à la place d'un autre homme, soi-disant qu'il buvait et tout ça. Et mon père a dit non, parce qu'il ne boit pas. Moi, je suis avec lui tous les jours, je ne prendrai pas sa place. Il a démissionné. Il est retrouvé au chômage. Ça, c'est une honnêteté. Il n'a jamais eu de contravention. Il en a eu une dans sa vie. Je me souviens, c'était un drame. Et il a dit non, on m'a mis une contravention pour mauvais stationnement. C'est pas vrai. Et il est allé revoir et il y avait un panneau. Le panneau d'interdiction était caché par un panneau de pub. Il est allé voir la police et il a dit « Regardez, on ne peut pas voir. » Et on lui a enlevé. Mais c'était un truc de fou. Il était mais dans une honnêteté
quand il a été mis au chômage, une autre société lui a dit, on t'engage si tu nous donnes les clients de ceux... Il a dit non, je ne ferai pas ça. Enfin, il était très, très honnête. Et qu'est-ce que ça disait de lui, vraiment, la volonté d'être 100% entier, je ne sais pas pourquoi. En colère contre l'injustice, c'était quoi le moteur principal? Parce que c'est beau et c'est rare. C'était pas quelqu'un en colère, mon père. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où vient ce truc de mon père d'être aussi honnête que ça. C'était pas un saint, c'était pas un homme. Je sais pas. Non, c'est pas quelqu'un qui avait une fonction qui devait avoir de l'honnêteté. Non, pas du tout. Et je ne sais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi il était aussi honnête. En revanche, je suis moins honnête que lui, mais c'est un truc que j'ai gardé. C'est vraiment un truc dans ma tête qui résonne. Mais comme ce qu'on pourrait... Il y a l'éducation dont on ne se rend pas compte que c'est nos parents qui nous l'ont donné. Et puis il y a des choses, on sait que c'est nos parents qui nous l'ont donné. Ça, je sais que c'est mon père. Ça, je sais que quand je le suis, je pense à lui. C'est la seule chose, d'ailleurs. C'est bon. La seule chose, c'est la seule chose qui te fait penser où tu dis oui, ça, qui ne fait pas penser à lui, mais ouais. dans mon éducation, dans ma façon d'être. Après, il y a plein d'autres choses, certainement, qui viennent de lui, mais là, je ne m'en rends pas compte. Mais les fois où je suis honnête, je pense toujours à lui. Je me dis, tiens... Qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait pensé? Est-ce que tu lui as dit ça, que ça t'avait touché, cette notion d'honnêteté? Son honnêteté, je pense que j'ai dû lui dire qu'il était trop honnête. Mais avec mon père, on avait une relation conflictuelle, donc sa qualité, je l'ai pris comme un défaut. Mais pourquoi ça, oui? Parce qu'il n'aurait pas été aussi honnête, il aurait eu une vie meilleure. Enfin, une vie de travail, d'argent, alors peut-être pas une vie meilleure dans sa tête, encore oui. Donc, il faut être honnête, hein, c'est très bien. Ça, je dirais toujours à mes enfants. J'aurais dit d'ailleurs, papy, c'était l'homme le plus honnête, c'est bien d'être honnête et tout. Mais... Et c'est fort de dire s'il n'avait pas été honnête, il aurait peut-être eu une meilleure vie. Ouais. En vrai, c'est assez fort parce que tu crois qu'il l'aimait, sa vie? Non. Ah non, mon père, ah non. Non. Et comment tu le sais, ça? Oh, parce que personne n'aurait aimé sa vie déjà, mais... il travaillait beaucoup. Ouais, il travaillait beaucoup, gagnait pas beaucoup d'argent, mais ça c'est le cas de plein de gens. Hein. Tout le monde était malade autour de lui, lui il a été très malade. Nous on a vécu une vie de malade dans tout le sens du terme. Chez nous, non, c'était pas une belle vie. J'ai une belle enfance, hein. Quand je dis c'était pas une belle vie, mais pour eux, mes deux parents, non. Et ils s'en plaignaient ou pas? Oui. Quand tu étais petit? Tu l'entendais ça à la maison? Oh non, j'entendais tout ce que doivent entendre les gens qui n'ont pas les moyens, mais non, ça m'a pas empêché de... Non, j'ai pas eu... ça m'a pas fait vivre une enfance... non. Ni compliqué, ni... Non. Et quand tu disais « je rêve de Paris, je rêve de bouger », tout ça, c'était accueilli comment à la maison? Parce que quelque part, ça renvoyait peut-être l'image que... c'est très prétentieux, c'est la honte. Que tu voulais une autre vie tournée vers autre chose. C'est le grand drame de notre relation. Ma mère a laissé faire, mais avec mon père, c'est le grand drame. Ah toi, forcément, à Paris. Ouais, c'était le grand drame de notre relation, ça. Parce que, en fait, ça veut dire j'avais honte d'eux, quoi. J'étais quelque part. Il y avait un sentiment de je suis pas bien, ce qu'on me donne, ça me plaît pas. Mais quand ce qu'on me donne, quand les gens nous donnent, quand des parents riches qui donnent beaucoup à des enfants et que ça leur va pas, il y a une espèce de confrontation comme ça. Des parents qui n'ont pas les moyens et l'enfant veut beaucoup, il y a une peine qui est différente de la part des parents. C'est pas une haine, c'est une peine. Tu penses que ça les renvoyait à un échec personnel, oui, c'est ça? Ça leur... Oui, bien sûr. La personne qui a de l'argent et son fils veut partir dans un autre milieu, parce que c'est souvent comme ça. Hein. C'est une question d'éducation. Ils se disent, je l'ai mal éduqué. Mais l'autre sens, les personnes qui n'ont pas d'argent et l'enfant veut aller, c'est pas une question d'éducation. Les parents se disent, c'est moi qui ai loupé ma vie. Et du coup, ça les renvoie à un échec et quoi, ça les renferme un peu sur eux. C'est ça, quand tu disais qu'il n'y avait pas de communication, on est très conflictuel avec mon papa, ça vient de là, c'est ça? Tout à l'heure, on parlait de si mes enfants souffraient du fait que je sois connu un jour, je serais malheureux et j'aurais envie de leur dire pardon, ce qui est un mauvais sentiment. Je pense que le seul truc qu'auraient pu avoir envie de dire les parents, c'est de dire pardon, c'est horrible. Parce qu'elle peine Mais quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Alors qu'ils m'ont élevé très très bien. Enfin, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai jamais manqué de rien, j'avais rien. Mais peut-être
peut-être la communication, non? C'était peut-être pas, c'était ce qui manquait. Non, il n'y a aucune communication. C'est ça. Est-ce que ça, t'en as souffert de ne pas parler avec ton papa, de ne pas avoir des moments? J'ai lu, tu as donné des interviews sur le sujet en préparant l'émission, que tu t'étais retrouvé une seule fois dans un café avec ton papa, tu avais 17 ans et vous avez parlé même à une table à côté. Vous étiez 4 à parler parce qu'on sentait quelque part le blocage de ton papa pour... Et mon père a laissé 50 francs de pourboire. Et j'avais 17 ans, j'en ai 61, donc 50 francs. Donc 50 francs, ça ferait un peu moins de 10 euros. Même aujourd'hui, de pourboire pour prendre un café, c'est beaucoup. Hein. Et là, on parle de... Il y a 50, 40... bon, il faut faire le calcul. Mais... il était heureux d'avoir passé une soirée avec son fils. Mais je me rappelle, hein, le restaurant, le bar s'appelait, je sais où il est, mais je me rappelle plus du nom, mais je le revois très bien. Oui, c'était la seule fois. Non, j'en ai pas souffert. non, parce que moi-même j'étais gêné de ce moment avec lui au début, un peu. J'en ai pas souffert. À part le temps après, j'en ai pas souffert après, mais je me dis ça nous a manqué. Mais c'est le cas de plein de gens. Hein. On n'est pas dans une époque où même dans le peu de vie qu'ont mes enfants, j'ai parlé l'équivalent de 17 de mes vies avec mon père. Enfin, on parle beaucoup plus. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que peut-être que tu as rattrapé aussi dans le papa normal, dans la vie normale, dans la présence, dans la responsabilité que tu as avec tes enfants, peut-être beaucoup dans l'échange aussi, ce que tu n'as pas eu toi avec ton papa. Ouais, je le fais pas comme ça. Je ne fais pas sciemment. Si ça se fait, c'est que c'est inconscient. Non, j'aurais tendance à... Mais je compare souvent avec mon père. En fait, je ne compare pas ce que faisait mon père avec moi. Je compare ce que font mes enfants avec moi que je ne faisais ou pas avec mon père. D'accord, c'est dans ce sens-là. Voilà. C'est quand mon fils me dit « Ah, mais recoiffe-toi, ah, mais ceci... » J'ai dit « Mais j'aurais jamais pu dire ça à mon père. » Ou quand, vous voyez... quand il me parle mal, quand... Parce que, encore une fois, là, ce qu'on disait tout à l'heure, la peur de décevoir, toi, tu as grandi avec ça, tu as vécu avec ça. La peur de décevoir ton papa. Les deux, mon père et ma mère. Ton père et ta la mère. peur de les décevoir. Et d'ailleurs, non, ce que je n'ai pas eu, en revanche, c'est je l'ai su, mais la fierté de mon père, parce qu'il m'a connu... Connu. Ouais, le début. Pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais connu, ouais. C'est-à-dire que lui, il est parti en se disant « Mon fils a réussi là où ce qu'il voulait faire, en fait. » Il a vu l'étape première. C'était important pour toi? Non. En vrai, non. Tu voulais pas... Non, rétrospectivement, quand j'ai aujourd'hui, bon, bah, c'est bien, mais tu vois, je sais pas, la fierté des parents. Peut-être qu'on fait Non. Enfin, je vais dire non, je fais pas ton métier, mais je me dis quand on est acteur, quand on est connu, il n'y a pas une forme de reconnaissance aussi. On n'a pas envie de montrer à ses parents. Tu vois, quand on parlait de Paris, de peut-être cette peine au moment où tu leur dis ça, finalement, c'était pas pour rien. Tu as eu un destin incroyable. Ouais, mais non, je l'ai pas vu comme ça. Tu l'as pas vu comme ça? Non, parce que on a vite... J'étais content au début quand j'avais un casting, ça va marcher, je vais faire ça. Et puis après, ça s'étiole. Après, j'avais plus le même plaisir de leur dire... Je pense que quand mon père est parti, j'étais encore dans ce plaisir-là. Après, ma mère, qui elle a vécu un peu tout, j'avais plus le... Non, on n'est plus... je suis pas blasé du tout, mais c'est plus la même chose. Mais non, j'avais pas... Et puis, il y avait aussi... comment dirais-je, ne pas leur jeter au visage le fait de... J'ai gagné plus que mon père à 18 ans, j'ai gagné plus ma vie que mon père. Ça, donc, c'était un complexe que tu avais? Ouais. Ça, oui. De lui dire, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent et toi, non? Oui, parce que mon père me faisait mes impôts quand j'étais jeune et à un moment donné où j'ai dit, c'est plus lui qui le fait. C'est plus lui qui remplit ma feuille d'impôt. Est-ce qu'il en était fier? Est-ce qu'il était malheureux de se dire je lui ai pas donné ça, ce qu'il voulait ou j'en sais rien. Mais on n'a pas discuté de ça. Souvent, quand on est plus vieux ou nous acteurs, quand on parle, on dit j'ai souffert de ne pas avoir dit ça à mon père ou de ne pas avoir. Mais dans la réalité, j'ai pas souffert de ne pas lui dire. Je lui ai pas dit, c'est tout. Il n'y a pas de. Je connais personne à qui je pourrais dire je ne lui ai pas... Ou j'ai dû le dire, je ne lui ai pas dit je t'aime ou à mon père ou quoi. Mais en fait, au moment où ça s'est passé, je n'ai pas souffert de ça. Sinon, je l'aurais dit. Mais on peut souffrir de ne pas l'avoir dit, pour le coup, a posteriori, de se dire tiens, j'aurais aimé dire je t'aime à mon père. Ouais, comme je sais que je n'aurais pas pu, j'en suis pas si affecté, on va dire. C'est d'autres choses peut-être,
Mais même pas, je suis pas d'une nature à me dire j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Si je l'analyse, oui, je vais dire j'aurais pu, j'aurais dû faire ça. Mais là, j'analyse. On doit faire ça avec son père, on doit. Mais dans ma vie à moi, ma vie après, elle avance la vie, donc on passe à autre chose et les choses qui n'ont pas été faites ou dites, bah, elles n'ont pas été faites ou dites. Après, c'est que dans des interviews quoi, où on dit j'aurais aimé lui dire ça ou j'aurais aimé. Si c'est vrai, on le fait avant. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Je sais pas, moi j'ai eu plusieurs cas quand même de gens où je me dis avant de partir, surtout quand on sait quand son parent va partir, on a un laps de temps peut-être où on se dit c'est les derniers moments où il peut m'entendre, c'est les derniers moments que je vais pouvoir échanger avec lui, tu vois. Il y a ça, même dans la culture, même dans les hôpitaux. Moi, j'ai perdu mon père à l'hôpital et on m'a dit, si vous voulez lui parler, c'est maintenant. Si vous avez des choses à lui dire, c'est maintenant parce qu'il va partir. Et je sais que ton papa est parti à décider de son départ. Donc, tu as eu, toi aussi, ce moment de conscientiser et de te dire, OK, si j'ai des choses sur le cœur, c'est maintenant que je vais lui dire je t'aime, c'est maintenant que je vais lui dire... Je pense que je lui ai dit, d'ailleurs, je t'aime le soir où je suis venu lui dire au revoir. Je lui ai montré, si ce n'est dire, je lui ai montré... Maintenant, oui, et puis le fait d'être là, de le prendre dans mes bras, de tout ça, remplaçait pas toutes les années, mais je pense qu'il le savait, et puis voilà, c'est fait. Mais je pense qu'à ce moment-là, la personne qui va mourir, elle a autre chose à penser que ça. Ah, tu penses? Tu penses pas que la personne qui J'ai va l'impression partir... qu'on pense à soi avant, qu'on pense au drame qu'on vit. C'est bien, c'est beau, bah, après c'est ses enfants. Moi, j'essaie de me mettre à la place... Oui, ça doit faire du bien de partir, mais je sais pas. Non, mais je lui ai dit, en fait, j'ai pas dit je t'aime, si, je l'ai pris, je suis allé, je sais plus si je l'ai dit verbalement, je me rappelle plus. Mais je revois le moment, je suis assis à côté de lui, machin, tout ça, je suis venu lui dire au revoir. Mais au revoir pas virilement, au revoir comme un enfant. Mais non, ça je l'ai fait, oui. Mais je l'ai fait, mais je pense que c'était pas avec surprise, c'est pas, bah voilà, mon fils que on était toujours à se disputer, à être un peu brouillé, machin, mais je pense qu'il savait que je l'aimais, enfin j'ose imaginer. Donc voilà, non, j'ai pas mais j'ai pas de regrets. Et tu penses pas que la personne qui part pense justement à ceux qui restent? Que ton père, au moment de partir, forcément avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup je sais pas ce à quoi on pense le plus. Est-ce qu'on pense à soi ou à ceux qui restent? Moi, quand je pense, effectivement, là, j'en suis pas là, mais le jour où je serai plus là, effectivement, je pense à ceux qui restent. Mais je pense maintenant, quand on est malade sur son lit ou quand on va faire une piqûre pour partir, je sais pas à quoi on pense. Et je veux pas le savoir. Mais je sais pas si on pense à soi ou si on pense à régler tous ces problèmes, ces problèmes-là avant. Je sais pas si c'est ça qui prime. Est-ce que tu le vois comme le plus grand acte de courage, celui de se dire je décide de partir quand je le décide? Ouais. C'est fort ça. Hein, ouais, quand ma mère était à l'hôpital et qu'elle allait mourir, elle m'a dit, tu vois, ton père, la chance qu'il a eue, c'est qu'il l'a décidé. Mais c'est la force, pas la chance, mais elle a dit la chance. Mais ouais, ça doit être super dur. Et ça, t'étais admiratif de ton père qui prenne cette décision et t'as compris cette décision, t'as pas... Parce que tu sais, je sais pas, je me mets à ta place et mon père peut décider de partir ou pas. Il avait la maladie de Charcot, ton papa, donc il savait qu'il y avait une espérance de vie de toute façon qui était réduite, mais de te dire, ok, je vais le faire, il est parti un mardi. Donc, on sait que quelques jours avant, c'est les derniers instants. Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un sursaut de dire, non, finalement, je pars pas un mardi, mais un jeudi, un vendredi. Et tu vois, et on repousse comme ça. Ouais, mais non, il n'aurait pas fallu. Non, c'était décidé. C'était, mais oui, on pourrait. Surtout que lui, c'est un an, au bout d'un an seulement. Hein. J'en vois qui vivent des années, c'est un an. Mais lui, c'est parti par le haut. Il était dans l'état presque dans l'état de ceux qui finissent au départ. Très rapidement, la maladie était très agressive. Ouais. Mais non, il nous a demandé l'autorisation. Mais non, il avait décidé, c'est comme ça. Et au moment où tu t'en vas, où tu sais que c'est la dernière fois que tu le regardes, tu te souviens ce que tu as ressenti? Ah oui, ouais. Tu vas me faire chialer. Mais c'est... Non, mais je l'ai mis dans un film. Je l'ai mis dans... non, tu sais, il était au balcon et puis voilà, je le regarde et t'oses pas, tu sais pas, il faut qu'il y ait que ça tourne la rue pour se dire, là, je peux plus regarder. Mais là où ça va, je le voyais plus, je vais pas faire ça, je suis resté comme ça, et tu sais, comme un toc.
Tu te dis, il faut Moi, aller je au sais, bout, je l'imagine ça, vraiment. Ouais, il faut aller au bout, quoi. Et là, voilà. Bon, bah voilà, là, ça y est, c'est fini. Je peux pas plus. Donc, oui, je m'en souviens très bien, il me disait au revoir. Bon. Ça te marque. Moi, c'est les dernières images, tu vois. Je me dis, parce qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on le verra et qu'on doit vivre avec ça. Et moi, je l'ai vécu comme tel. Et du coup, voilà, je me dis toujours, c'est... Enfin, mais j'ai eu les deux, j'ai eu ma mère aussi, dans le même, encore différemment, parce que c'est tout le débat de machin et tout, ça se fait, faut arrêter. Tu veux dire quoi, le débat à mourir pour la dignité, c'est ça, la dignité dans les hôpitaux, ils savent très bien comment pousser des doses pour te faire partir. Ma mère, ils ont mis plus de... Rien n'a été dit de personne, mais je sais qu'on a mis plus de médicaments d'antidouleurs. Puis à un moment donné, quand il y en a trop d'antidouleurs, ça part. Mais nous, on a la chance de dire au revoir, et à ceux qui n'ont pas la chance de dire au revoir. Alors, comment ça, c'est autre chose encore. Hein. Ouais, je pense que le deuil se fait différemment. Oui, il est plus facile quand tu dis au revoir. Quand tu dis au revoir, parce que tu sais, il y a des promesses qui peuvent être dites, il y a des choses qui se font, effectivement. Ouais. Quand c'est brutal... Mais souvent, je pense à ça, parce que si tu relis aux enfants, moi, je pense à ça, à moi. Quand tu partiras, oui, je suis un papa vieux, donc je me dis, mais est-ce que... comment ils seront, eux J'ai même écrit un petit carnet où j'écris depuis qu'ils sont nés. Depuis que le premier est né. Alors c'est presque un peu ça, c'est l'acteur-réalisateur qui parle, parce que je pense au moment où ils vont trouver ce carnet, je suis sûr qu'ils ne le liront pas. Mais si, ils le liront. En tout cas, parfois, je me dis, c'est dur de me relire. Mais si, ils le liront, bien sûr qu'ils le liront. Ils trouveront ce bouquin, personne ils le sait garderont précieusement. Regarde, tu as gardé un petit mot de ton papa dans un agenda pendant des années. Même. Oui, la photo. Mais une photo de moi à l'Olympia. Voilà, c'est ça, il l'avait fait. Oui, il l'avait fait, mais j'ai même ses lettres. Je les relis parfois. Oui, mais je suis plus vieux. Alors oui, en même temps, je suis plus vieux. Quel âge ils auront? C'est ça, ils auront les mêmes réflexes que toi en gardant précieusement ce que tu écris. C'est triste de relire, c'est triste. C'est un peu égoïste presque de vouloir faire chialer une fois qu'on est parti. Ce qui disait, qui j'ai vu l'autre jour, que j'aime bien d'ailleurs, qui disait, j'espère... Ah oui, c'est Vincent Lindon. J'espère qu'on va pleurer quand je serai mort. Je voudrais mourir un jour. Qu'est-ce qu'il disait? Mon enterrement soit plutôt un après-midi, enfin un après-midi, parce que je ne le vois pas ça le midi, puis les mecs ils vont au boulot après. Bon, tu prends un truc, non, je vais au boulot. Il dit, je veux que les gens pleurent le soir et tout ça. C'était en même temps drôle et tellement vrai. Mais tu trouves pas que il a raison de penser mais bien comme sûr. Ça, tu penses non, mais c'était c'est très pragmatique, quoi. C'est très froid de réalisme. Tu vois, on est sur un truc c'est froid de réalisme. Mais on y pense. On a tant qu'on est. Je pense qu'au moment où l'heure vient, on n'y pense pas à ça. Mais tant qu'on est en pleine forme, on est en droit d'y penser, de penser à cette fameuse lettre. Moi, j'ai lu des lettres de ma mère qui avaient 3 ans avant qu'elle parte. Mais où elle n'aurait jamais fait ça à la fin, mais elle les avait fait là. Puisque je vais partir, machin. Mais à partir du moment où on fait ça, c'est qu'on n'est pas encore en train de partir. Oui, c'est ça. Il y a l'esprit, la vie encore qui est là. C'est bientôt la fin de ce podcast, Franck. On va bientôt se quitter. Il y a une petite séquence qui s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. C'est j'aime ou j'aime pas. Donc, c'est des petites questions qu'on a pour toi. Et la première que je voudrais te poser, c'est Boum Boum ou pas Boum Boum pour Julia Roberts. Et tu sais pourquoi je vais te parler de Julia Roberts, parce qu'on ne peut pas ne pas parler des Césars. Toi et moi, Boum Boum ou pas Boum Boum alors? Boum Boum. Magnifique. Elle fait dans cette séquence des Césars qui a été tellement... j'en ai pas parlé nulle part encore, mais elle est vraiment ma partenaire. C'est elle qui fait. C'est elle qui fait que ça explose comme ça. C'est parce qu'elle renvoie le truc... voilà. Tu t'y attendais à ce qu'elle soit aussi conquise, parce que tu savais qu'il y aurait un hommage, qu'elle serait là, qu'elle serait au premier rang. Je savais, parce qu'il fallait qu'elle soit là, qu'elle reste là pour mon truc, mais non, non, je savais pas, non, mais je savais pas que ça aurait cet impact-là de toute façon. Donc je savais pas. Non. Tu l'as pensé comment? Tu l'as fait, c'était très préparé, c'était au contraire, tu l'as fait la veille. Non, tout était écrit, très écrit, c'était un bon sketch. On l'a préparé comme un bon sketch. C'est un bon sketch, j'ai répété. Ce serait bien, ça va être bien, ça va être marrant. Ah, ça va être drôle, ouais. Césario. Ouais, non, c'était un bon petit sketch. Et puis, en fait, c'est devenu un truc... c'est viral, enfin pas viral. Oui, c'est viral, oui. Si, pour toi, 350 millions de vues, c'est viral. Ah oui, on peut dire que c'est... oui. Oui, mais chez les adolescents, oui, c'est... Mais bon, après, pourquoi? J'en sais rien. Mais parce que Julia Roberts, boum, boum, oui. Très Tout le monde t'en a parlé? Tout le monde. Tu as reçu des messages, j'imagine, de diverses personnalités. Du monde entier. Du monde entier, des politiques, des acteurs. Non, pas des politiques. Pas de politique? Tiens, non. J'aurais dit, tiens, ils auraient pu faire de la récupération. Ah non, aucun politique. Non, des pubs. Mais non, pas de politique d'ailleurs. Non, mais de tout. Ouais, de tout.
Et tu trouves ça bien, les Césars, qui est ce côté un petit peu... C'était pas une satire, mais c'était bien d'en rire de ce petit César pour ceux qui n'ont pas eu de César. Je le redis pour ceux qui nous écoutent. Et bon, 350 millions, personne n'est passé à côté, mais quand même. C'est bien d'avoir une salle comme ça au César qui rit de ce mini mais j'ai César aucune pour aigreur, ceux moi, qui de n'ont ça. pas eu. Je l'ai fait vraiment. Alors là, c'est absolument pas... Je revendique absolument rien. Mais la preuve, d'ailleurs, c'est que tout le monde en rit, donc tout le monde joue le jeu de ça. Si ça avait pas été... si les gens étaient aussi snobs qu'on pourrait le dire, ils n'auraient pas ri. Là, ils ont ri parce que tout le monde, c'est bon enfant. Et c'était un beau sketch, c'était bien réussi. Boum boum ou pas boum boum, les vacances au camping en Dordogne. Parce que je sais qu'effectivement, c'est pas du côté d'Arcachon que le film Camping, les inspirations, c'est dans le Périgord. Vitrac, Sénac, c'est ça, c'est pas Sénac, Saint-Julien. Ouais, c'est ça. Boum boum ou pas boum boum, ces années au camping en Périgord. J'aimerais y emmener mes enfants une fois. Au camping, ils y sont allés déjà. Sans moi, parce que c'est difficile. Pour moi, c'est un peu difficile, les campings. Encore, ce serait difficile de jour. Hein. Après, les gens, ils s'en foutent. Mais j'aimerais leur montrer le... Mais c'est difficile. Il faut aller dans le Périgord. C'est con. Enfin, c'est difficile. Ouais, c'est quoi? C'est 5 heures de route. Tu prends la voiture. 12 heures avec la caravane de Rouen. C'est ce que tu faisais quand tu étais petit avec tes parents. Ouais, il faudrait... j'aimerais les emmener là. Alors maintenant, est-ce qu'ils aimeraient ou quoi? De leur dire, voilà, papa, c'est là qui jouait. Je suis pas sûr que ça les motiverait plus que ça, mais parfois j'y pense. Je me dis, tiens, c'est un bel endroit où... T'es attaché au Périgord, ouais? Non, attaché au Périgord, non. Attaché à cet endroit, oui. Non, attaché au Périgord, non. Enfin, oui, c'est une belle région quand même, disons-le pour ceux qui nous écoutent par la force des choses. Non, mais bien sûr, parce que j'ai tellement de souvenirs dans le Périgord. Mais je suis pas... j'ai acheté une maison dans le sud de la France, mais j'aurais pu acheter si j'étais attaché, j'aurais acheté dans le Périgord. Boum boum ou pas boum boum quand tu fais des rôles de séducteur lourd et ringard? Oh, moins boum boum, c'est rigolo, mais je fais moins, et puis... Mais c'est bien, hein, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Et c'est fini, ça? Ouais, oui, je suis un peu vieux pour ça maintenant. Est-ce que ça te saoule quand on parle de ces rôles-là encore? Est-ce que tu as l'impression que ça c'est... Non? Quand on parle de camping, quand on parle de tout ça, quand on te revient là-dessus, ça te saoule ou pas? Ou tu dis c'est bon, je l'ai fait, ça y est? Ou tu comprends l'attachement que les gens ont? Je comprends complètement. Non, je comprends. Et c'est grâce à ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Non, je comprends complètement. C'est mon... Même si j'avais... C'est d'ailleurs la même chose que ce discours que j'ai fait au César, mais parfois je me disais, si un jour j'étais nommé au César et que je l'ai, je ferais tout un discours en remerciant tout le monde, et puis je me déshabillerais pendant que je parle, et puis je finirais en maillot boule bite avec le truc rose de Patrick Chirac pour dire, puis il y en a un qui n'était pas invité ce soir, à qui je remercie, c'est Patrick Chirac. C'est visuel, c'est machin et tout. Mais j'aurais tout le monde qui se dirait, mais s'il ne l'avait pas eu, il serait resté comme ça toute la soirée sous son smoking. Et puis ça fait gris, ça fait... Cela dit, peut-être que si un jour j'avais un César, je remercierais Patrick Chirac. Parce que c'est quand même grâce à lui que je réalise aussi mes films. Sans Patrick Chirac, personne... Patrick Chirac, c'est ce qui a fait que tout à coup, on se dit, j'ai ma place dans le cinéma populaire. Et qu'on me confie aussi les clés d'un film. Et pourquoi on ne le remercierait pas en plus? Tu vois, tu le présentes comme si peut-être que je le remercierais, mais en fait, il n'y a pas de raison de ne pas le remercier. Mais il vaut le coup, ouais. Il vaut le coup, moi je crois qu'il est... oui. Moi je l'aime beaucoup, Mais quand je serai mort, au César, ils montreront un extrait avec Patrick Chirac. Hein. Il y aura alors, ça finira comme ça. Alors, on n'attend pas Patrick. Tu vois qu'on pense aux moindres détails quand on ne sera plus là. Enfin, pour se quitter, dernière petite question. Est-ce qu'il y a une personnalité qui fait vibrer ton cœur, une personnalité vivante que tu admires professionnellement, humainement, à qui tu auras envie d'adresser un petit message positif, bienveillant? Il y en a plein. Je ne vais pas remercier ma femme de tout ce qu'elle fait, parce que ça paraît, sa femme, c'est pas un petit peu évident. Ça paraît évident. Maintenant, qui je pourrais remercier le premier qui, mine de rien, a compté, c'est un monsieur qui s'appelle Arnaud Briand. Et c'est le premier qui a dit, ma mère avait vu agent artistique, elle avait téléphoné, et il lui avait dit, moi je fais des magiciens, des clowns, mais si votre fils veut me rencontrer, je vais lui expliquer. Je suis allé le voir, il est devenu un ami par la suite, je ne l'ai plus vu depuis 40-30 ans. Et il m'a dit, si tu veux être acteur, il faut que tu vois Dominique Besnéard, qui est un directeur de casting. Et à partir de là, tout est parti. Donc il m'a donné la clé, le premier message. Et souvent, on parle de plein de gens, mais c'est quand même le premier qui m'a dit c'est comme ça qu'on fait. Et ça aurait peut-être été un autre, après il s'appelle Arnaud Briand. Et je ne parle jamais de lui
Et je pense pas qu'il nous écoutera, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et bah, boum boum pour lui, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Franck. Vraiment, merci d'être venu dans ce podcast. On like, on suit, on partage. Mettez-nous des commentaires. Voilà, vraiment, merci pour ce moment d'échange et de partage avec toi. J'espère que j'ai été clair parce que je suis parlé de plein de choses. Et on a parlé de tes enfants, de la paternité, de ton papa. Vraiment, merci pour ce moment authentique. Merci, Loulou. Et puis, on se retrouve très vite. Vous likez, vous vous abonnez, tout ça, tout ça. Merci, Franck. Merci. À bientôt.